Dans une grotte profonde et mystérieuse se trouve une pierre sur laquelle sont inscrits des signes magiques. Le nom du gars est Yongeng, il est heureux d'avoir enfin trouvé le mystérieux artefact qu'il cherchait depuis longtemps. Le personnage principal trouve les informations nécessaires sur son téléphone et, à l'aide de passes magiques, tente d'activer la pierre. Yongeng parvient à capter une passe magique, les marques sur la surface de la pierre commencent à bouger, sa surface émet une lueur bleu vif. Un rayon de lumière blanche et brillante traverse la pierre, l'espace environnant de la grotte est éclairé. Le gars a l'air fasciné par ce qui se passe. Yongeng se trouve dans l'une des tombes de grands guerriers, il a passé beaucoup de temps à la trouver. Le personnage principal remercie son professeur, les hypothèses du professeur se sont avérées correctes, avec l'aide de ces informations. Yongeng a trouvé la tombe. L'humeur du gars augmente, il réalise quelle force et quel pouvoir il peut acquérir à l'aide d'artefacts magiques stockés dans la tombe. Les pensées du personnage principal sont interrompues. Le canon d'un pistolet repose sur l'arrière de sa tête et une voix se fait entendre informant le gars qu'il est en état d'arrestation. La jeune fille pointe une arme sur le personnage principal et lui dit que seuls les scélérats sont capables de piller les tombes anciennes. Le nom de la fille est Jin, elle est à la tête du département des dragons. Jin ordonne à ses subordonnés d'examiner attentivement tout ce qui l'entoure. Elle pense que Yongeng pourrait avoir des complices. Yongeng se calme un peu, il comprend que la fille est un policier. Le gars explique à Jin qu'il n'est pas un criminel. Jin demande au personnage principal de se taire immédiatement et le frappe violemment au visage. Jin ordonne à ses subordonnés d'être extrêmement prudents. Elle dit au personnage principal que les gens ordinaires ne visitent pas les tombes anciennes. Lors de l'inspection, les subordonnés de Jin trouvent un ancien sarcophage, dont ils informent immédiatement leur patron. Les soldats des forces spéciales utilisent des lampes de poche pour éclairer le couvercle du sarcophage et tenter de déchiffrer des écrits anciens. Jin est très contente d'elle. Pour la première fois depuis de nombreuses années de sa carrière, la jeune fille a pu trouver quelque chose comme ça. Le personnage principal dit à Jin que c'est lui qui a trouvé le sarcophage. À ce moment-là, une grenade à gaz vole dans la pièce. Une forte explosion se fait entendre, l'onde de choc jette Yongeng et Jin de côté. La pièce est remplie de gaz toxique caustique. Le personnage principal voit un groupe de personnes dirigées par une grande fille s'approcher d'eux à travers la fumée, il entend sa voix. La jeune fille dit qu'ils doivent absolument trouver le sarcophage, sinon leur palais sera détruit. Le nom de la fille est Taoran. Elle a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour trouver le sarcophage magique. Taoran donne des ordres à son peuple, elle veut qu'il tue tout le monde dans la tombe. Des combattants Taoran bien entraînés et équipés exécutent immédiatement ses ordres. Jin a l'intention de repousser l'attaque ennemie et d'empêcher la capture du sarcophage. Yongeng conseille au chef de l'escouade des dragons de prendre d'abord soin de son peuple. L'un des combattants pointe une mitrailleuse vers Yongeng, le gars pense que quelque chose ne va pas dans sa vie. En une journée, des armes ont déjà été pointées sur lui à 2 reprises. Les subordonnés de Taoran l'informent qu'ils ont trouvé un sarcophage. La jeune fille ordonne qu'il soit immédiatement préparé pour le transport. Taoran s'approche du personnage principal. Elle lui touche le visage et dit au gars qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait trouvé une chose très intéressante. Yongeng regarde la jeune fille avec fascination. Il se rend compte qu'il n'a pas vu une femme d'une beauté aussi irréelle depuis longtemps. Taoran frappe Yongeng d'un coup viol. Le gars perd l'équilibre et tombe au sol. La jeune fille se sent très irritée. Elle rapporte qu'elle ne tolérera pas des regards aussi lubriques dans sa direction. Taoran parle lentement, Jin dit au gars qu'il est très facile à séduire. Le personnage principal comprend que Taoran est devant lui, le gars ne l'a jamais vue et n'a entendu parler d'elle que dans des histoires mythiques. L'un des subordonnés de Taoran ouvre le couvercle du sarcophage. L'énergie démoniaque du crâne situé dans le sarcophage se déplace dans le corps du combattant. Le combattant est entouré de flux denses d'énergie qui le soulèvent dans les airs, tandis que ceux qui l'entourent regardent avec peur ce qui se passe. Le combattant Taoran est possédé par un démon qui transforme le corps du jeune homme, le gars déchire ses vêtements et prend une apparence effrayante. L'escouade Taoran ouvre immédiatement un feu de mitrailleuse lourde sur le démon. Les balles ne causent pas beaucoup de mal au démon, la créature rugit bruyamment et se précipite sur les combattants Taoran. Le démon atteint les premiers rangs de mitrailleurs et les jette sur les côtés avec une force incroyable. Après avoir affronté les combattants, le démon s'approche de Taoran et lève son énorme patte pour frapper la jeune fille. À l'aide de passes magiques, Taoran tente d'arrêter l'attaque de la créature démoniaque. Le deuxième groupe de combattants Taoran se précipite pour aider leur commandant, ils tirent sur le démon dans le dos. De telles tactiques ont un résultat, le démon se retourne et se précipite sur les gens qui lui tirent dessus. En quelques secondes, il atteint les tireurs et les disperse dans différentes directions de la grotte. Après avoir affronté les combattants, la créature démoniaque s'approche lentement de Taoran, la jeune fille reste immobile et se prépare à repousser l'attaque. Le démon se penche vers le visage de Taoran, il regarde attentivement la jeune fille et n'est pas pressé de frapper. Une seconde plus tard, les intentions du démon changent, il se brise bruyamment et lève la patte pour frapper. Yongeng surveille de près ce qui se passe,
le gars menace le démon de mort s'il ose frapper Taoran. Young-Gang est à côté du sarcophage, le gars essaie de déplacer le lourd couvercle en pierre afin de le fermer. Au bout d'un moment, il parvient à déplacer le couvercle, un bruit sourd se fait entendre et l'ancien sarcophage se ferme. Au même instant, la lumière vive disparaît dans les yeux du démon, son regard s'assombrit et la créature perd de l'énergie magique. La créature démoniaque souffre énormément, elle rugit bruyamment et frappe le toit de la grotte avec une grande force. Un rugissement infernal se fait entendre, l'énergie magique commence à quitter le corps du combattant Taoran. Taoran écoute ses sentiments, la fille se rend compte qu'elle a déjà ressenti quelque chose de similaire auparavant. Young-Gang a perdu beaucoup de force, le gars s'appuie sur le sarcophage et essaie d'égaliser sa respiration irrégulière. Taoran a une vision, la jeune fille voit un noble guerrier envoyé par des puissances supérieures pour la protéger. Taoran et le noble guerrier sont assis sous les fleurs de cerisier, le gars dit à la fille que personne d'autre n'osera lui faire du mal. Jin dit à Taoran de ne pas se laisser distraire pendant le combat, elle saute haut et donne un coup de pied. Taoran manœuvre habilement et bloque le coup de Jin, et un combat commence entre les filles. Jin est impressionné par les performances de combat de Taoran et dit à la fille qu'elle est bien préparée. Jin compte arrêter ses adversaires au plus vite, la jeune fille inflige un autre coup de pied à Taoran. Taoran parvient à repousser le coup du chef du département des dragons, mais la jeune fille perd l'équilibre et vole sur le côté. Taoran comprend que dans cette bataille, ils ne pourront pas faire face au département des dragons, la jeune fille ordonne à ses subordonnés de commencer une retraite. Petit à petit, une énergie démoniaque sort du combattant Taoran, ses collègues comptent emmener le gars avec eux. Jin remarque un combattant Taoran transportant son camarade blessé, la jeune fille lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Jin se précipite vers les combattants. Taoran utilise un fouet de combat pour arrêter le chef du département dragon. Taoran utilise habilement son fouet de combat pour couvrir la retraite de ses combattants. L'un des combattants lance une grenade sur Jin. Young-Gang voit que cette fois la grenade n'est pas à gaz, il attrape la fille et saute avec elle sur le côté. Une forte explosion se fait entendre, le personnage principal parvient à sauver le chef du département dragon. L'escouade Taoran continue de battre en retraite, la jeune fille se retourne et regarde de près Young-Gang. Jin fait l'éloge du personnage principal. La jeune fille considère le gars courageux, car il n'a pas eu peur et a décidé de prendre un acte désespéré. Young-Gang reprend ses esprits après l'explosion, le gars se rend compte qu'il tient la poitrine de Jin avec sa main. Le chef du département des dragons jette le gars de côté. Young-Gang dit à la fille qu'il lui a accidentellement touché la poitrine. Jin voit que l'équipe de Taoran a atteint la sortie, la jeune fille se rend compte que cette fois ils vont pouvoir s'échapper. Young-Gang profite du fait que le chef du département des dragons est distrait et tente de s'échapper. Le gars n'y parvient pas, il reçoit un coup de pied dans le dos. Young-Gang demande à la fille d'arrêter de le traiter comme ça, il dit que cela lui fait très mal. Jin dit au gars qu'aucune personne qu'elle a arrêtée n'a pu lui échapper. Une colonne de camions militaires se déplace le long d'une route de montagne étroite et sinueuse. Des véhicules de l'armée arrivent à un camp de tente situé dans une forêt de montagne. Young-Gang sort du camion, le gars regarde autour de lui, il voit que Jin n'est pas à proximité et a l'intention de se cacher. Young-Gang essaie de passer inaperçu, il entend la voix de Jin, la fille demande au gars où il va. Jin dit au personnage principal que s'il fait un pas de plus, il perdra la tête. Young-Gang dit à la fille qu'il n'a pas pensé à s'échapper, le gars dit qu'il allait se promener et prendre l'air. Près de Young-Gang, un camion de l'armée freine brusquement, envoyant d'énormes nuages de poussière dans les airs. Young-Gang tousse beaucoup et commence à s'étouffer avec la poussière, Jin se moque du gars et lui demande si la marche et l'air pur l'ont aidé. Le personnage principal essaie de changer le sujet de la conversation. Il dit à Jin qu'il lui a sauvé la vie, la jeune fille prend cette information avec une extrême irritation. Jin demande au personnage principal qui il est et ce qu'il faisait dans l'ancienne tombe. Young-Gang réfléchit à quoi répondre à la fille, le gars ne veut pas trop en dire. Le personnage principal est profondément plongé dans ses pensées, le chef du département dragon agite la main devant le visage du gars et lui demande de revenir à la réalité. Young-Gang fait un salut militaire à la jeune fille, il dit son nom et son numéro de combat. La jeune fille est surprise par cette tournure des événements. Elle répond selon les règlements militaires et donne également son numéro de combat au gars. Young-Gang informe la jeune fille qu'il connaît très bien le chef du département des dragons et qu'il est en bon terme avec lui. Le gars dit que Jin devra écrire un rapport au patron disant qu'elle a ruiné l'opération et qu'elle a raté son objectif. Jin commence à devenir très nerveux, la jeune fille suggère de garder cette information secrète et de refuser de rédiger un rapport. Young-Gang demande à la fille de ne pas être trop nerveuse, il dit que si Jin l'aide, il la présentera personnellement au commandant. Jin attrape Young-Gang par le bras, la fille laisse tomber le gars au sol et effectue une prise de soumission spectaculaire. La fille dit au gars qu'elle est à la tête du département des dragons et que le commandant des troupes est son père. Jin ordonne au gars de rester dans la tente, elle rapporte qu'elle a beaucoup à faire maintenant, donc l'interrogatoire aura lieu plus tard. Jin utilise un talkie-walkie pour contacter ses subordonnés,
la jeune fille demande où se trouve son moyen de transport personnel. Les subordonnés informent le chef du département des dragons qu'une des machines a été attaquée, à la suite de laquelle le crâne du dieu de la guerre a été volé. Young-Geng informe Jin qu'il a une idée de qui aurait pu faire ça, le gars suggère de se lancer immédiatement à sa poursuite. Young-Geng demande à la fille de se dépêcher, le gars lui dit qu'il connaît l'emplacement du crâne du dieu de la guerre, puisqu'il a installé une balise sous le couvercle du sarcophage. Jin informe son équipe qu'elle se lance à sa poursuite, la jeune fille ordonne à ses subordonnés de préparer tout ce dont ils ont besoin puis de la rejoindre. Jin monte dans la cabine d'un camion militaire et ferme bruyamment la porte. Elle n'a pas intention de perdre du temps et se lance immédiatement à sa poursuite. Le chef du département des dragons demande à nouveau à Young-Geng qui il est vraiment. Le gars regarde attentivement l'appareil qu'il tient dans la main, il se présente à la fille et dit qu'il est étudiant à l'université. Young-Geng utilise un tracker sur son bras pour localiser l'ancien sarcophage. Le gars rapporte les coordonnées du sarcophage de Jin, la fille demande au gars de tenir bon. Le chef du département des dragons et Young-Geng arrivent au port de fret, où un combat a lieu entre deux groupes de personnes. Les combattants de l'escouade des dragons tentent de reprendre l'ancien sarcophage, ils tirent sur leur adversaire et leur lancent des grenades. Jin freine brusquement le camion de l'armée, Young-Geng est incapable de tenir le coup, le gars frappe violemment le pare-brise. Jin examine attentivement le gars, la fille pense qu'il vaut mieux qu'il reste dans la cabine de la voiture. Le chef du département des dragons sort son pistolet de son étui et se précipite au combat, le gars est admiré par l'intrépidité et la pression de la jeune fille. Jin ne peut pas rejoindre son équipe, elle se cache derrière la cabine de la voiture, car elle est sous le feu continu des mitrailleuses. Un subordonné court vers Jin, il dit qu'un groupe d'attaquants s'est fait passer pour une escouade de dragons et a volé un ancien sarcophage. La jeune fille est très ennuyée par ce qui se passe, elle appelle les criminels avec leurs derniers mots et ouvre le feu sur eux avec un pistolet. L'une des balles tirées par l'agent Jin passe près du visage de l'homme et lui laisse une profonde entaille sur la joue. L'homme s'appelle Yamamoto, y entre dans un état de colère sauvage et décharge 2 chargeurs de son pistolet sur le chef de l'escouade de dragons. Une voix de fille se fait entendre, demandant à Yamamoto de se calmer et de se concentrer sur l'objectif de la mission. Taoran informe Yamamoto qu'ils doivent livrer l'ancien sarcophage au docteur Ren dès que possible, après quoi le gars pourra résoudre ses problèmes personnels. La jeune fille montre à Yamamoto le sarcophage, elle espère qu'ils livreront en toute sécurité le crâne du dieu de la guerre à sa destination. Yamamoto dit à la fille que l'hélicoptère n'est pas encore arrivé, il recharge ses mitrailleuses et dit qu'il a encore le temps de s'amuser. Yamamoto sort de sa cachette et commence à tirer sur la voiture derrière laquelle se cachent Jin et ses subordonnés. Les tirs nourris de mitrailleuses ne permettent pas au chef du département des dragons de se mettre à couvert et de riposter. Après un certain temps, Jin parvient à prendre une position pratique et à tirer sur Yamamoto. La balle touche l'homme à la main. Yamamoto en colère sort une grenade, il tire la goupille et est sur le point de la lancer sur Jin. Taoran regarde les actions de l'homme. La fille considère Yamamoto comme une personne trop imprudente. La grenade vole droit sur le chef du département des dragons, la jeune fille regarde la charge mortelle s'approcher d'elle. Soudain, Young-Geng apparaît, le gars donne un coup de pied à la grenade et la lance à une distance sûre. Young-Geng informe le chef du département des dragons que c'est la 3e fois récemment qu'il lui sauve la vie. Taoran remarque Young-Geng dans les rangs ennemis, la fille regarde le gars attentivement, elle ne peut s'empêcher de sentir qu'elle a déjà rencontré le gars. Un hélicoptère s'envole vers le groupe Taoran et un système de fixation destiné à accueillir l'ancien sarcophage en est largué. Les subordonnés de Taoran attachent solidement le sarcophage, la jeune fille donne l'ordre au pilote de décoller immédiatement. Jin et ses subordonnés tentent de rattraper les adversaires, ils courent vers l'hélicoptère et tirent sur les criminels. Yamamoto pointe un pistolet sur le personnage principal, il dit au gars qu'il n'a pas de chance aujourd'hui. Yamamoto tire un coup de feu sur Young-Geng, soudain un fouet Taoran lui frappe la main, la balle change de trajectoire. Young-Geng a très peur, le gars regarde la balle toucher l'asphalte à quelques centimètres de lui. Taoran informe Yamamoto que le docteur Ren a ordonné de ne pas tuer le gars, car il a besoin de lui vivant. Jin regarde l'hélicoptère qui part, la jeune fille est très mécontente que les criminels aient réussi à s'échapper et à emporter l'ancien sarcophage avec eux. Le chef du département des dragons sort les menottes, elle a l'intention d'arrêter Young-Geng et de découvrir comment il est connecté à l'ancien sarcophage. Taoran et son équipe se dirigent vers la maison du docteur Ren, les filles subordonnées portant un lourd sarcophage. Le docteur Ren est incroyablement heureux d'avoir enfin un artefact ancien entre ses mains, il remercie Taoran pour le travail effectué. Le docteur Ren a hâte d'ouvrir le sarcophage et de voir le crâne du dieu de la guerre le plus tôt possible. Yamamoto prévient le docteur Ren que ce sarcophage présente un danger mortel. Le docteur Ren calme l'homme et dit qu'il a tout sous contrôle. Le docteur Ren ouvre le couvercle du sarcophage, une couleur bleu vif commence à en sortir, Taoran commence à éprouver d'étranges sensations. Le docteur Ren prend le crâne du dieu de la guerre du sarcophage,
Il le lève bien au-dessus de sa tête et se dit incroyablement satisfait de l'acquisition d'un artefact rare. Young-gang est dans la cellule de détention. Jin interroge le gars, elle exige qu'il ne se ridiculise pas et qu'il expose toutes les informations. Le personnage principal informe la jeune fille qu'il est un étudiant ordinaire, il lui propose d'aller à l'université et de rendre visite au professeur d'archéologie, qui confirmera ses propos. Jin a entendu parler d'un professeur d'archéologie nommé Zhu. La jeune fille doute qu'un professeur aussi célèbre ait de si jeunes assistants. Le chef du département des dragons accepte de rendre visite au professeur d'archéologie. Elle dit au gars qu'elle le réduira en poudre s'il la trompe. Jin et Young-gang sont sur le terrain de l'université, et ceux qui les entourent regardent avec surprise l'étrange couple menotté. Young-gang demande au chef du département des dragons d'enlever les menottes. Le gars n'aime pas le fait que les autres y prêtent attention. Une fille familière court vers le personnage principal. Elle salue Young-gang et lui demande comment il va. La fille invite Young-gang à passer la soirée ensemble et à regarder un film intéressant. Le gars est très inquiet. Il cache sa main menottée derrière le dos de Jin. Le personnage principal répond à la fille. Il dit qu'il est très occupé aujourd'hui. Le gars propose de passer du temps ensemble la prochaine fois. La jeune fille pointe du doigt le chef du département des dragons et demande à Young-gang pourquoi sa nouvelle petite amie est meilleure qu'elle. Jin dit à la fille qu'elle est policière et lui montre sa carte d'identité. La jeune fille quitte les jeunes, leur fait signe de la main et leur souhaite de passer un bon moment. Young-gang demande à Jin de retirer les menottes et de le libérer. Il pense que la communication avec une fille qu'il connaît est une raison suffisante pour l'identifier. Jin considère cela insuffisant. Elle veut parler avec le professeur d'archéologie. Au bout d'un moment, les jeunes s'approchent de son bureau. Les portes de la classe d'archéologie s'ouvrent. Son camarade de classe Young-gang se tient sur le seuil. Il demande au gars où il est depuis si longtemps et dit qu'il a de mauvaises nouvelles. Un camarade de classe annonce au personnage principal que le professeur d'archéologie est décédé. Le personnage principal est choqué par cette nouvelle. Young-gang pousse son camarade de classe sur le côté et court vers la table où se trouve le corps de son professeur. Un camarade de classe informe le personnage principal que le professeur a eu une crise cardiaque soudaine. Le gars s'assoit par terre et se met à pleurer fort. Il pleut beaucoup et les funérailles du professeur Zhu ont lieu au cimetière de la ville. Young-gang est assis devant la pierre tombale du professeur Zhu. Le gars dit au revoir à son professeur et pleure amèrement. Jin dit au gars qu'elle a récemment reçu sa pièce d'identité. Young-gang lui demande de le laisser tranquille. Le personnage principal continue de s'asseoir sur l'herbe mouillée et de pleurer. Le gars pense que c'est à cause de Jin qu'il n'a pas pu revenir à temps. Une fille s'approche de Young-gang et lui tend un journal. Elle dit au gars que c'est le journal du professeur. Le professeur a demandé de donner le journal au gars au cas où quelque chose lui arriverait. Young-gang est plongé dans la lecture du journal. Le gars apprend que le but dans la vie du professeur Zhu était de voir le crâne du dieu de la guerre de ses propres yeux. Jin veut savoir ce que le professeur a écrit dans le journal. La fille tend la main et demande au gars de lui donner le journal. Young-gang informe le chef de l'escouade des dragons que le journal est sa propriété. Il n'a pas l'intention de le partager avec la jeune fille. Jin exige constamment que le gars réponde à sa demande. Elle dit que ce journal peut aider dans l'enquête. Le docteur Ren apparaît au cimetière. Le médecin se dit très inquiet de la mort du professeur Zhu. Ren apprécie hautement les compétences professionnelles du professeur Zhu. Il dit que personne ne peut se comparer à lui dans le domaine de l'archéologie. Young-gang ne sait pas qui est devant lui. Le gars dit que le docteur Ren n'est pas le bienvenu ici. Ren voit que le journal du professeur d'archéologie est entre les mains du protagoniste. Il dit qu'il est heureux de rencontrer son héritier. Young-gang est extrêmement agressif. Le gars n'a pas l'intention de poursuivre la conversation et exige que le professeur Ren parte immédiatement. La voix du chef de l'escouade des dragons se fait entendre. Jin pose sa main sur l'épaule du docteur Ren. La fille dit qu'il vaut mieux que le docteur reste. Jin dit qu'il y a 5 artefacts de dragons dans le pays. L'un d'eux a été volé aujourd'hui. La jeune fille pense que le docteur Ren est impliqué dans cette affaire. Taoran libère le docteur Ren de la capture de Jin et lui conseille de partir immédiatement. Les subordonnés tentent d'emmener le docteur Ren le plus rapidement possible. Taoran sort son fouet de combat. La jeune fille va couvrir la retraite du docteur en cas d'attaque de Jin. Le chef de l'escouade des dragons dit à Taoran qu'il sait qui elle est. Taoran répond à la fille. Elle dit que Jin a fait une erreur et qu'elle la voit pour la première fois. Young-gang s'approche de Jin. Le gars dit à la fille qu'il ne veut pas que des combats au corps à corps aient lieu près de la tombe du professeur. Jin demande au gars de se retirer. Elle l'informe que ses actions interfèrent avec l'exercice de ses fonctions officielles. Young-gang regarde attentivement Touran. Le gars commence à avoir une vision double et se sent très faible. Un instant plus tard, Young-gang perd connaissance et tombe au sol. Jin essaie de ramener le gars à la raison. La fille n'arrive pas à comprendre ce qui est arrivé au jeune homme. Jin se retourne. Elle voit Taoran debout près d'un arbre et pleurant fort. Taoran éprouve de graves maux de tête. La jeune fille a des visions. Elle y voit un noble chevalier se précipitant à son secours. Les cavaliers percent les défenses ennemies. Ils poursuivent les ennemis qui les fuient. Après un certain temps,
les nobles chevaliers parviennent à encercler et à bloquer les restes de l'escouade ennemie. Les ennemis se rendent et demandent qu'on leur épargne la vie. Le capitaine des nobles chevaliers exige qu'ils rendent immédiatement les prisonniers. Il y a une fille parmi les otages. Elle court vers le capitaine des chevaliers et dit qu'elle savait que le noble chevalier ne l'abandonnerait pas et viendrait à son aide. La jeune fille embrasse le capitaine des chevaliers. Elle est incroyablement heureuse de le voir vivant et indemne. Le chevalier dit à la jeune fille qu'elle n'est pas seule. Il promet d'être toujours là et de protéger la jeune fille. La jeune fille dit qu'elle était dans un état de désespoir et qu'elle ne pensait pas que le noble chevalier marcherait 800 000 pour la sauver. La jeune fille éprouve une grande joie. Elle ne croit toujours pas pleinement à la réalité de ce qui se passe et pense que c'est un rêve. Jin essaie de réveiller Young-Geng à voix haute. La fille regarde le gars essayer d'embrasser quelqu'un dans son sommeil. Young-Geng se réveille. Le gars se rend compte que le commandant de l'escouade des dragons est à côté de lui. Le gars est impressionné par son excellente forme physique. Jin comprend où le gars regardait. La fille prend un oreiller et frappe Young-Geng à la tête de toutes ses forces. Jin dit au gars que maintenant elle va lui poser une question sérieuse. La fille souhaite savoir s'il se souvient de ce qui lui est arrivé avant d'entrer à l'université. La jeune fille informe Young-Geng qu'il est répertorié dans la base de données de la police en tant qu'employé de l'organisation. Le gars est très surpris par cette information. Young-Geng dit que c'est une erreur. Le gars pense que la base de données de la police est en panne ou est foirée. Jin vient à la fenêtre. La fille dit au gars que leur base de données ne se trompe jamais. La voix de Jin se fait entendre. Elle dit à Young-Geng que le système de vidéosurveillance a détecté Taoran. La fille était dans la chambre du personnage principal. Le gars regarde la fenêtre fermée. Il ne comprend pas comment Taoran a pu entrer dans la pièce. Young-Geng partage ses sentiments avec le chef de l'escouade des dragons. Il semble au gars qu'il connaît Taoran depuis très longtemps. Le personnage principal raconte qu'il vient de faire un rêve étrange dans lequel Taoran était présent. Young-Geng raconte son rêve dans lequel il combattait et marchait plusieurs kilomètres pour sauver Taoran. Le chef de l'escouade des dragons écoute attentivement le rêve de Young-Geng. La jeune fille est très surprise par son contenu. Young-Geng voit Jin sortir les menottes. Le gars demande à la fille ce qu'elle va faire. Jin a l'intention de ramener le gars dans son équipe. Jin menotte Young-Geng. La fille espère que le gars se souviendra bientôt de son passé. Le personnage principal se trouve dans le bureau principal du service de police. Le gars donne son numéro de code à l'officier de service. Le policier étudie attentivement le dossier personnel de Young-Geng. Il l'informe que lors de sa formation, il a reçu le titre d'excellent élève. Young-Geng dit qu'il ne se souvient de rien et dit au policier que c'est la première fois qu'il le voit. Le policier s'appelle Goya et il jette négligemment à ses pieds le dossier personnel du protagoniste. Young-Geng étudie attentivement son dossier personnel. Le gars ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne se souvient absolument de rien de ses études à l'académie de police. Le policier regarde attentivement le type. Il lui dit qu'il s'inquiète également d'une question similaire. L'officier Goya demande au gars pourquoi il a étudié l'archéologie pendant 10 ans et n'a pas obtenu son diplôme. Young-Geng dit qu'il souhaitait aider le professeur dans ses recherches, à part le fait qu'il n'avait aucun projet pour sa vie future. Le policier informe le personnage principal que la tombe du professeur Jou est vide. Le type est choqué par cette information. Il ne comprend pas comment cela a pu arriver. L'agent Goya dit au gars que le professeur d'archéologie travaillait en étroite collaboration avec la police et était un consultant principal. Goya pense que le clan Tiangong est impliqué dans cette affaire. Il pense que les représentants de ce clan ont obtenu le crâne du dieu de la guerre et ont volé le corps d'un professeur d'archéologie. Young-Geng tombe dans un état de rage intense. Le gars dit qu'il ne permettra à personne d'utiliser le corps de son professeur bien-aimé. Goya allume un immense écran de démonstration de Taoran. Le policier dit qu'il soupçonne la jeune fille, mais il n'a aucune preuve pour l'arrêter. Goya invite le personnage principal à rejoindre l'organisation de la police secrète. Young-Geng fait un salut militaire à l'officier Goya et l'informe de son accord pour rejoindre l'organisation policière. Goya sait que Young-Geng a collaboré avec le chef de l'escouade des dragons il y a quelque temps. L'officier dit qu'ils formeront une bonne équipe. Jin et un policier nommé Jindo apparaissent sur le seuil des locaux. Ils crient leur numéro de code et entrent. L'officier Goya informe le chef de l'escouade des dragons que Young-Geng passera désormais sous son commandement. Le policier Jindo demande à l'agent Goya la permission de se joindre à l'enquête. Le type rapporte que le clan Tiangong a emmené sa famille pour ses expériences. L'officier est très touché par l'histoire du gars. Il donne son accord et dit que la justice rattrapera tout le monde. L'officier Goya dit qu'il compte sur la nouvelle équipe. Jin et ses subordonnés promettent qu'ils ne le laisseront pas tomber. Young-Geng a l'intention de retrouver la mémoire et de découvrir tous les détails des événements qui lui sont arrivés. Le personnage principal passe beaucoup de temps dans la bibliothèque. Le gars essaie de trouver un indice sur le crâne du dieu de la guerre. Jindo admire la persévérance et la détermination du personnage principal. Le gars dit que sa tête serait déchirée s'il lisait combien de livres. Jin demande à Young-Geng s'il a trouvé des informations utiles qui les mèneront au crâne du dieu de la guerre.
Young-Geng demande à la jeune fille de ne pas le déranger et de ne pas lui parler d'un ton autoritaire. Le chef du département des dragons informe le gars qu'elle peut l'arrêter à nouveau. Young-Geng dit à la fille qu'il a l'intention de communiquer avec elle le moins possible. Le gars a peur d'attraper des garces de sa part. Jindo voit que la situation s'échauffe, le gars suggère au jeune d'arrêter de se disputer et de se calmer. Jin regarde sa montre et suggère de faire une pause pour dormir et récupérer. Young-Geng informe ses partenaires qu'il a enfin trouvé des informations utiles. Les jeunes se précipitent vers le personnage principal. Le gars dit qu'il existe un mécanisme dans le monde qui permet d'extraire l'énergie d'objets anciens. Ce mécanisme existe en un seul exemplaire et est situé à Dubaï. Le docteur Ren est dans son laboratoire, l'homme mène de nombreuses expériences, mais elles n'aboutissent pas aux résultats souhaités. Il n'arrive toujours pas à prendre le contrôle de l'énergie du crâne du dieu de la guerre. Ren pense que Feu le professeur d'archéologie aurait pu accomplir une tâche similaire. Taoran s'approche du docteur Ren et l'interroge sur le succès qu'il a obtenu dans ses expériences. Le médecin répond qu'une telle tâche est trop difficile et prend beaucoup de temps. Taoran donne le livre au docteur Ren et lui dit qu'elle dispose d'informations qui aideront à résoudre le problème. Le docteur Ren apprend qu'il existe à Dubaï un mécanisme qui permet d'extraire l'énergie d'objets anciens. Taoran informe le médecin que la direction a alloué 3 mois pour terminer l'expérience et qu'il est nécessaire d'accélérer les travaux pour respecter le délai. Ren affirme qu'il sera capable d'obtenir des résultats positifs par lui-même, sans recourir à des mécanismes tiers. Taoran doute des propos du docteur Ren et a l'intention de se rendre à Dubaï pour extraire de l'énergie à l'aide du mécanisme. Le docteur Ren peut difficilement contenir son extrême irritation. L'homme nourrit une rancune contre Taoran. Un hélicoptère privé survole un immense gratte-ciel à Dubaï. L'avion atterrit sur le toit d'un haut gratte-ciel. Le commandant de l'escouade des dragons et ses subordonnés sautent hors de la cabine. Un jeune prince s'approche des jeunes, il salue ses invités et leur dit ce qui leur plaira à Dubaï. Le jeune prince comble de compliments le chef du département des dragons. Il dit à la jeune fille que son parfum le fait tomber en extase. Le prince arabe est sur le point de serrer et d'embrasser la jeune fille. Il lui dit que c'est une tradition locale qui doit être respectée. Jin essaie de repousser le prince avec son pied. Le chef du département des dragons demande aux Arabes d'arrêter de dire des bêtises. Elle estime qu'il n'y a pas de telle tradition dans la culture arabe. Young-Geng demande à Jindo qui est l'arabe de haut rang. Le gars révèle que le nom du jeune roi est Carlos, et Jin l'a arrêté une fois pour avoir revendu des artefacts orientaux. Jin sort les menottes. La jeune fille les montre au prince Carlos et lui dit qu'il manque à ses vieux amis. Le prince Carlos essaie d'expliquer à la jeune fille qu'elle l'a mal compris et lui propose de passer aux négociations commerciales. Le prince arabe informe le chef du département des dragons que toute parole et tout désir de la jeune fille fait loi pour lui. Carlos conduit les jeunes vers les immenses portes et dit qu'il a préparé la meilleure chambre pour ses invités. Les jeunes entrent dans l'immense appartement, le luxe qui règne dans la pièce les choque. Le prince Carlos invite les jeunes à s'asseoir, il ne veut pas perdre de temps, et propose d'aller droit au but. Carlos rapporte que sur la base des informations fournies, il a trouvé un appareil, une machine de séparation d'énergie, qui se trouve dans le château. Le propriétaire du château est un milliardaire nommé Inko, son château est bien gardé et il dispose d'un système d'alarme infrarouge. Le prince Carlos dit que seules les belles dames qu'il invite à son bal pourront visiter librement le château. Young-Geng est surpris par la décision de Jin, le gars ne s'attendait pas à ce que le chef du département des dragons tente de séduire le propriétaire du château. Les jeunes sont vêtus de robes de soirée chères, ils examinent attentivement le château, ils sont surpris par l'absence totale de sécurité. Jindo est très mécontent de devoir utiliser une combinaison inconfortable pour accomplir la tâche. Les gars examinent attentivement le chef de l'escouade des dragons, la fille a l'air très séduisante en robe de soirée. Jin remarque que les jeunes regardent de près ses formulaires, la fille gronde les gars et leur ordonne de se mettre immédiatement au travail. Jindo ouvre son sac à dos et en sort plusieurs appareils high-tech en forme de lunettes. Les lunettes sont non seulement à la mode et chères, mais vous permettent également de scanner l'espace environnant dans différentes plages. Les jeunes se rendent compte que le château est entouré d'un système d'alarme complexe et entièrement entouré d'un grand nombre de capteurs infrarouges. Jin pense que l'équipe n'a aucune raison de s'inquiéter. La jeune fille dit qu'une telle protection a toujours un point faible. Le chef de l'escouade des dragons montre du doigt l'alimentation électrique, qui se trouve sur le toit de l'un des bâtiments. Si elle est endommagée, l'ensemble du système tombera en panne. Jindo prend une position avantageuse, le gars vise longtemps et tire un coup de fusil de sniper. La balle touche l'alimentation électrique et désactive le système d'alarme. Jin remercie le gars pour son travail bien fait. La jeune fille ordonne aux jeunes de se rendre immédiatement au château, car dans un avenir proche, l'ennemi pourrait découvrir que le système d'alarme est en panne. Monsieur Inko est sur un canapé confortable, il est très indigné que quelqu'un ait décidé d'entrer si tôt dans le château. Inko bâille bruyamment. L'homme pense qu'aujourd'hui, il va s'amuser beaucoup et punir sévèrement les étrangers qui le violentent. Jin et son équipe s'approchent du château. Young-Geng est dans une grande tension.
Cela semble très étrange au gars que la pénétration dans le château se soit faite si facilement. Jin pense qu'ils ne sont pas en danger, elle exige que Young-gang se taise et n'aggrave pas la situation. Young-gang n'est pas d'accord avec l'opinion de la fille, le gars se sent mal à l'aise, il ressent une menace imminente. Jin pense que la raison de la nervosité de Young-gang est que c'est sa première mission. Young-gang remarque une étrange vague s'approchant de la jeune fille. Une vague étrange prend la forme d'une énorme main, Young-gang le remarque à temps, le gars se précipite vers la fille pour la jeter de côté. Young-gang attrape la jeune fille et saute avec elle sur le côté, les jeunes parviennent à éviter une collision avec une énorme main d'eau. La chef du département des dragons regarde la main d'eau avec étonnement, elle ordonne à Jindo d'ouvrir le feu dessus. Young-gang informe ses amis que les armes à feu ordinaires sont inutiles contre un tel phénomène. Le personnage principal s'approche d'une énorme main d'eau et demande aux jeunes de se mettre à distance de sécurité pendant qu'ils s'occupent de résoudre ce problème. Jin considère Young-gang comme un gars mystérieux. La jeune fille est surprise que le gars ait réussi à entrer seul dans la tombe du dieu de la guerre, et maintenant elle a appris qu'il a les compétences nécessaires pour faire face à des phénomènes mystérieux. Young-gang croise les doigts dans un mystérieux jet magique et tombe lentement en transe. Le gars active un saut magique et le dirige vers une énorme main aqueuse, une haute colonne d'énergie bloque l'élément eau. Après un certain temps, le saut magique et l'énorme main disparaissent dans les airs, ne laissant à sa place qu'une petite flaque d'eau. Young-gang était concentré sur l'accomplissement de la tâche, le gars n'a pas remarqué comment le chef de l'escouade des dragons s'est approché de lui et l'a frappé à l'arrière de la tête. La jeune fille est très mécontente du fait que le personnage principal, doté de capacités paranormales, n'en a pas parlé ni utilisé auparavant. Young-gang demande à la jeune fille d'être calme face aux phénomènes paranormaux et prévient que beaucoup de choses intéressantes les attendent à l'intérieur du château. Jin est très inquiète que le crâne du dieu de la guerre lui ait été volé, la jeune fille considère que sa tâche est de restituer le crâne à tout prix et de détruire l'organisation criminelle. Monsieur Inko examine attentivement les jeunes depuis la fenêtre de son bureau, il essaie de comprendre qui lui a envoyé le maître du Feng Shui. Inko estime que les méthodes classiques ne sont pas capables d'arrêter les jeunes, il va utiliser des méthodes plus sérieuses. Le prince Carlos apparaît dans la pièce, l'arabe dit à Inko que les jeunes sont venus chercher le crâne du dieu de la guerre. Monsieur Inko dit à Carlos qu'il n'est pas du tout intéressé par le crâne du dieu de la guerre, le pouvoir du pinceau magique lui suffit. La chef du département dragon et son équipe s'approchent des portes d'entrée du château, les immenses portes commencent à bouger et commencent à s'ouvrir. Les jeunes se déplacent le long d'un immense couloir, Jin demande au personnage principal ce qu'il a utilisé pour neutraliser la main d'eau. Young-gang commence à expliquer à la fille la technique du Feng Shui, qui utilise les 5 éléments, le gars arrête soudainement son histoire, il ne comprend pas comment il connaît de telles informations. Le chef de l'escouade des dragons trouve le château trop étrange, Young-gang conseille à ses amis d'être sur leur garde. Monsieur Inko apparaît dans le couloir, il dit aux jeunes qu'il ne s'attendait pas à ce que les invités arrivent à une heure aussi matinale. Inko s'excuse auprès des jeunes, il leur dit qu'il avait très peur et que c'est pour cela qu'il était si impoli. Le personnage principal prévient ses amis, le gars leur dit qu'une étrange énergie émane de la main d'Inko. Monsieur Inko montre son pinceau magique aux jeunes, l'homme raconte combien il était assez difficile de l'implanter dans le corps. Inko utilise son pinceau pour lancer un faisceau d'énergie sur les jeunes, Young-gang active un saut magique pour se protéger. Le saut magique forme un bouclier protecteur énergétique autour des jeunes et les protège de l'énergie Inko. Young-gang a réussi à repousser l'attaque à l'aide d'un saut magique, mais le gars a perdu beaucoup d'énergie et ne s'est pas senti bien. Le chef de l'escouade des dragons regarde attentivement la main du personnage principal. La jeune fille voit que le gars était grièvement blessé. Young-gang dit à la fille que tout va bien pour lui et propose de continuer la mission. Monsieur Inko invite les jeunes dans l'immense salle, il leur demande de se sentir chez eux. Les jeunes acceptent l'offre de Monsieur Inko et le remercient pour son hospitalité. Jin remarque que le château d'Inko contient un grand nombre d'objets anciens provenant de différentes parties du monde. Inko dit au personnage principal que la technique du Feng Shui est un peu plus forte que sa main, le gars écoute attentivement l'homme et essaie de cacher sa blessure à la main. Jin pointe une arme sur Monsieur Inko et dit qu'il est en état d'arrestation pour avoir volé d'anciennes reliques culturelles. Monsieur Inko est très surpris par les agissements de la jeune fille, il pensait qu'elle était venue ici pour assister à son bal. Young-gang demande à Jin de ranger l'arme, le gars dit que l'arme ne fonctionnera pas contre lui, puisque la main est capable de contrôler divers éléments, y compris les balles. Monsieur Inko rit bruyamment et dit que Young-gang est un jeune homme intelligent, l'homme suggère d'attendre l'arrivée du crâne du dieu de la guerre. Le chef de l'escouade des dragons ne peut contenir sa colère, la jeune fille ne comprend pas comment Monsieur Inko a découvert leur projet. Le prince Carlos descend les escaliers du 2e étage, il sourit et salue les jeunes. De la musique forte joue dans l'immense salle de banquet, des gens en costume coûteux dansent et s'amusent. Young-gang partage ses pensées avec son partenaire, le gars pense qu'il n'aurait pas dû laisser Jin et le prince Carlos seuls. Le chef du département des dragons mène l'interrogatoire avec passion.
le prince Carlos dit à la jeune fille qu'elle a tout mal compris. Carlos demande à arrêter les coups et dit à la fille qu'il ne l'a pas trahi. Jean frappe violemment le mur avec sa main, le prince Carlos retire la tête à temps. Jean ordonne de dire immédiatement pourquoi Monsieur Unco sait tout, le prince Carlos dit à la fille qu'il a été forcé. Le chef du département des dragons prévient Carlos, la jeune fille dit que s'il ment, elle l'enverra en prison. Carlos dit à la fille qu'elle est sa déesse et il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Jean ordonne à l'homme de se taire immédiatement. Carlos suggère de se mettre au travail, l'homme dit à la fille qu'Unco est son client le plus précieux. Carlos dit à la fille qu'Unco regardait des artefacts rares pour sa collection et a vu les informations que Jean et son équipe lui ont données. Monsieur Unco a soigneusement étudié les informations concernant une machine capable d'extraire l'énergie des artefacts et a souhaité l'acheter. Carlos dit à Monsieur Unco qu'il serait heureux de lui vendre le mécanisme, mais il ne l'a pas en stock. Monsieur Unco ne fait pas confiance au prince Carlos, il pousse l'homme et l'informe qu'il ne peut pas être trompé. Unco demande au personnage principal ce que font Jean et le prince Carlos à huis clos, le gars rapporte que la fille s'entraîne à ses coups. Les portes s'ouvrent. Carlos effrayé sort de la pièce en courant. Unco demande à l'homme de se dépêcher et de prendre sa place, car le spectacle va bientôt commencer. Young Gang demande à Jean ce qu'elle a réussi à découvrir, la fille dit au gars que le prince Carlos a tout dit à Unco. Monsieur Unco saisit le prince Carlos à la gorge et lui demande pourquoi le crâne du dieu de la guerre n'est pas encore arrivé. Carlos dit que cela ne dépend pas de lui, il n'est pas capable de contrôler les personnes qui ont le crâne du dieu de la guerre. Carlos essaie d'apaiser Monsieur Unco et l'informe qu'il a un cadeau. L'homme lui tend un gant magique pour sa main. Monsieur Unco met un gant sur sa main et rapporte qu'il ressent une énergie colossale qui en émane. Unco trouve le gant magique magnifique et, avec son aide, il a l'intention d'augmenter son pouvoir plusieurs fois. Le gant magique s'active, des décharges électriques le traversent, il commence à rétrécir et bloque l'énergie de la main. Monsieur Unco tombe au sol, il jure lourdement et promet de punir sévèrement le prince Carlos. Le prince Carlos laisse échapper un rire discret. L'homme rapporte que le gant a été déterré avec la brosse et est utilisé comme isolant. Carlos met son pied sur la main de Monsieur Unco et dit que l'homme n'était que son rat de laboratoire. Le prince Carlos sort un couteau, il dit à Unco que le pinceau n'a toujours appartenu qu'à lui. Carlos donne un coup violent, le cri terrible de Monsieur Unco se fait entendre. L'homme perd son pinceau magique. Le prince Carlos examine le pinceau magique, il considère Monsieur Unco comme un homme ingrat. Car ce n'est qu'avec l'aide de ces artefacts qu'Unco est devenu un puissant millionnaire. Carlos s'approche d'un tableau accroché au mur, l'homme l'écarte et appuie sur un bouton secret pour ouvrir les portes secrètes. Un instant plus tard, les portes secrètes s'ouvrent, le prince Carlos se dirige vers le bunker souterrain. Carlos croit qu'avec l'aide d'artefacts magiques, il peut devenir un puissant magicien et conquérir le monde entier. Un homme entre dans une pièce dans laquelle se trouve une machine permettant d'extraire l'énergie magique des artefacts. Carlos parle au pinceau magique, il s'approche du mécanisme et le place à l'intérieur. Carlos tient un couteau bien aiguisé dans ses mains, l'homme demande pardon de sa main gauche et lui dit qu'elle était tout pour lui. L'homme souffre énormément et s'approche lentement du mécanisme et place sa main gauche dans la chambre de régénération. Carlos dit qu'il déteste ce processus, il pense que les gens ne seront pas capables de faire face à la douleur liée à l'extraction de l'énergie magique du crâne du dieu de la guerre. Le bruit de coups violents se fait entendre, qui sont appliqués sur les parois métalliques du bunker souterrain. Carlos est désemparé, il ne comprend pas ce que cela pourrait être. Dans un immense tunnel se trouve le capitaine Yamamoto, qui utilise un lance-grenade à main pour tenter de percer les murs d'un bunker souterrain. Yamamoto est un peu contrarié, il ne savait pas que les murs du bunker sont en acier blindé épais. Taoran, utilisant un appareil à l'oreille, contacte le capitaine Yamamoto et l'informe qu'elle et le professeur se trouvent dans le hall principal du château. Jean remarque que Young Gang regarde Taoran de près, la fille dit au personnage principal qu'elle le tuera s'il regarde à nouveau Taoran. Le capitaine Yamamoto informe Taoran qu'il a trouvé un bunker souterrain, mais que jusqu'à présent, il ne peut pas percer les épais murs métalliques. Yamamoto croit qu'aucun mur métallique ne l'arrêtera. L'homme charge une autre roquette dans son lance-grenade et se prépare à tirer. L'introduction du pinceau magique dans le corps du prince Carlos continue. L'homme entend Yamamoto essayer de percer les murs, il est très en colère car pour le moment il est sans défense. Jean entend des bruits d'explosion. Young Gang suppose qu'il s'agit d'un tremblement de terre, la fille n'est pas d'accord avec le gars. La chef du département dragon se précipite vers Taoran, elle va l'arrêter et restituer le crâne volé au dieu de la guerre. Taoran et le docteur Ren se dirigent vers le bunker souterrain et en chemin ils rencontrent le corps de Monsieur Unco. Taoran passe à côté du corps de l'homme, elle se demande pourquoi sa main a disparu. Quelques minutes plus tard, à la suite de Taoran, le personnage principal court dans la même pièce avec Jean. La jeune fille regarde le corps de Monsieur Unco et traite ses adversaires de canailles. Jean ordonne à Young Gang de courir le plus vite possible car il ne leur reste que peu de temps. Les parois métalliques du bunker souterrain sont partiellement détruites, le capitaine Yamamoto pense qu'il va bientôt entrer.
Une grande partie du mur métallique tombe au sol. Le prince Carlos ne peut pas croire que quelqu'un puisse détruire des murs aussi puissants. Le prince Carlos estime que la connexion de la main avec son corps a déjà eu lieu. Il retire sa main du mécanisme. Utilisant l'énergie magique de sa main, l'homme soulève des fragments de métal dans les airs afin de les lancer sur le capitaine Yamamoto. Yamamoto a l'air surpris alors que des morceaux du mur volent du bunker souterrain en sa direction. Le capitaine Yamamoto évite les débris volants, sort son couteau de combat et court à l'intérieur du bunker. Atteignant le hall principal, Yamamoto lève sa machette pour frapper et saute sur le prince Carlos. Le prince Carlos dit à Yamamoto qu'il ne peut pas faire face au pouvoir magique et pointe son pinceau vers l'homme. Le capitaine Yamamoto est projeté contre le mur, l'homme se rend compte que la force du gant est la même que celle du crâne du dieu de la guerre. Après un certain temps, la brosse magique ne fonctionne plus correctement, car le prince Carlos était pressé et n'a pas terminé le processus de régénération. Le capitaine s'en aperçoit, il profite de la situation et lève la main pour porter un coup puissant. Le prince esquive le coup de Yamamoto et tombe au sol, regrettant grandement de ne pas avoir terminé le processus de régénération jusqu'au bout. Carlos atteint le trou dans le mur, avec l'intention de quitter le bunker souterrain le plus rapidement possible. Le capitaine Yamamoto exige que Carlos revienne immédiatement et lui donne le pinceau magique. Le prince utilise son pinceau magique, il barricade l'entrée avec des fragments du mur métallique. Carlos essaie d'exploiter au maximum son pouvoir magique. L'homme se rend compte que la fusion de son corps avec le pinceau n'est pas encore terminée. Taoran et le professeur Red entrent dans le bunker souterrain. La jeune fille demande à Yamamoto avec qui il s'est battu. L'homme dit qu'il a rencontré un adversaire difficile capable de contrôler le métal. Le docteur Ren examine l'appareil et dit que la machine moléculaire est merveilleuse. Avec son aide, il pourra terminer ses recherches. Le docteur ordonne à Yamamoto de bouger et de sortir le crâne du dieu de la guerre du conteneur. Le capitaine remet le conteneur au médecin, il continue d'être surpris par son adversaire et raconte au médecin l'étrange pouvoir du prince Carlos, qui lui permettait de contrôler même son couteau. Le docteur Ren est sceptique quant à l'histoire de l'homme, il pense que rien ne peut se comparer à la puissance du crâne du dieu de la guerre. Yamamoto se souvient de la façon dont le prince leva sa main gauche vers lui, d'où émanait une étrange lueur. Le docteur Ren rit bruyamment. Il devient très irrité et ordonne à Yamamoto d'arrêter de dire des bêtises. Le docteur amène le crâne du dieu de la guerre au mécanisme, voulant voir le véritable pouvoir de l'artefact ancien le plus tôt possible. Des coups de feu retentissent, le chef de l'escouade des dragons et Young-Geng courent dans la pièce. La jeune fille ordonne que le crâne soit déposé immédiatement et informe le médecin et ses amis qu'ils sont en état d'arrestation. Le docteur Ren se précipite vers l'appareil, il déclare que personne ne peut l'arrêter et place le crâne dans le compartiment de travail de l'appareil. Le processus d'extraction de l'énergie magique commence instantanément, la pièce est éclairée par une lumière vive, la voix de Jin se fait entendre. La fille demande d'arrêter immédiatement. Yamamoto se précipite sur le commandant de l'escouade de dragons, il se souvient de la façon dont Jin l'a blessé lors de la dernière bataille, ce qui met l'homme dans un état de rage sauvage. Jin ouvre le feu sur Yamamoto avec son pistolet, le capitaine a d'excellents réflexes, ce qui lui permet d'esquiver les balles. Yamamoto atteint une courte distance et utilise des coups de pied vifs pour faire tomber l'arme des mains de Jin. Le commandant de l'escouade des dragons n'a pas été très contrarié par la perte de l'arme, la jeune fille a l'intention de continuer le combat en utilisant ses compétences au corps à corps. Jin dit à Young-Geng de retirer immédiatement le crâne de God of War de l'installation. Le personnage principal commence à exécuter l'ordre de son commandant, mais il est arrêté par un coup de fouet, le gars comprend que son adversaire sera Taoran. Young-Geng regarde Taoran attentivement, il dit à la fille qu'il ne s'attendait pas à la revoir. Young-Geng demande à la fille de se retirer et de ne pas interférer avec l'opération. Le gars dit à Taoran qu'elle a subi un lavage de cerveau. Taoran ne comprend pas de quoi Young-Geng parle, elle demande au gars de clarifier ce qu'il veut dire. Young-Geng demande à la jeune fille si elle se souvient de ce qui lui est arrivé il y a 10 ans. Taoran croit que le gars essaie juste de lui parler, la fille frappe et dit qu'elle est dans l'organisation depuis très longtemps. Young-Geng demande à écouter ses paroles. Le gars dit qu'il a vu les documents d'inscription à l'université de Taoran il y a 10 ans. Taoran crie fort, elle pense que c'est un mensonge et continue de frapper avec son fouet. Jin utilise ses compétences de combat au corps à corps, la jeune fille dévie adroitement les coups puissants de Yamamoto. Young-Geng esquive à peine les coups de Taoran, le gars regrette que la technique du Feng Shui ne fonctionne que contre les forces surnaturelles. Le docteur Ren est très contrarié que quelque chose se soit mal passé lors de l'extraction de l'énergie magique du crâne du dieu de la guerre. Le médecin ne comprend pas quelle pourrait en être la raison. Ren observe la peau extérieure de l'installation commencer à se fissurer et à se briser en petits morceaux. Young-Geng se rend compte que l'installation d'extraction d'énergie magique va exploser dans un avenir proche, il saute vers Taoran et jette la jeune fille à une distance sûre. L'instant suivant, une énorme explosion se produit, de petits morceaux de l'installation se dispersent dans le bunker souterrain.
Yamamoto parvient à couvrir le professeur Ren avec son corps, mais le capitaine lui-même est touché dans le dos avec un morceau de métal. Taoran ordonne à Yongeng de ne pas la toucher. La fille repousse le gars d'un coup de pied puissant. La fumée formée après l'explosion se dissipe. Le chef de l'escouade des dragons remarque que le crâne du dieu de la guerre est intact et qu'il flotte dans les airs. Taoran et le chef de l'escouade de dragons sautent vers le crâne. Les filles saisissent simultanément l'artefact flottant dans les airs. Une forte explosion d'énergie frappe les deux filles, elles perdent instantanément connaissance et tombent. Yongeng court vers les filles allongées sur le sol. Le gars se rend compte qu'il a oublié de lui dire que le pouvoir du crâne est trop dangereux pour les gens. Sous les fleurs de cerisier, il y a une fille et un jeune chevalier. La jeune fille serre tendrement dans ses bras le jeune homme. Le jeune chevalier porte un bol à sa bouche, il raconte combien il est bon de boire en beauté sous les pétales des fleurs de cerisier. La jeune fille, en plaisantant, demande au jeune homme d'arrêter de boire, elle lui rappelle qu'il est le commandant de son escouade. Le jeune homme tousse beaucoup, il regarde sa paume et remarque du sang dessus. La jeune fille demande au jeune chevalier ce qui lui arrive. Le jeune chevalier calme la jeune fille, il lui dit qu'il ne lui est rien arrivé de grave, c'était juste une toux. Le gars touche le visage de la fille et lui demande pardon de ne pas avoir pu tenir sa promesse. La jeune fille se met à pleurer, elle serre le jeune chevalier dans ses bras et lui dit qu'elle veut qu'il reste avec elle pour toujours. Taoran se réveille, la fille sort de son sommeil et remarque que Yongeng est à côté d'elle. La fille saute brusquement du lit, elle demande au gars ce qu'elle fait ici et ce qui lui est arrivé. Taoran n'arrive pas à savoir si elle faisait un rêve ou si la vision était ses souvenirs. La jeune fille remarque qu'elle est menottée au lit. Elle demande au gars ce qu'il va faire d'elle. Yongeng demande à la fille de ne pas s'inquiéter. Il promet qu'il ne lui fera rien de mal. Yongeng dit à la fille qu'il a un sentiment étrange. Le gars pense avoir déjà rencontré Taoran. Yongeng essaie de calmer la fille, il lui dit encore une fois qu'il ne lui fera pas de mal. Taoran regarde le gars attentivement, elle se rend compte qu'elle a également confiance qu'ils se sont déjà rencontrés. Taoran remarque que le chef du département dragon est dans la pièce, la fille interroge le gars sur son bien-être. Yongeng dit que Jin n'a pas eu de chance, la jeune fille a reçu une forte dose de radioactivité provenant du crâne du dieu de la guerre. Jindo appelle au téléphone, il rapporte avoir trouvé des informations utiles et propose un rendez-vous d'urgence. Yongeng s'approche tranquillement du gars, il met sa main sur son épaule et lui demande quelles informations il a pu trouver. Jindo laisse tomber un dossier contenant des documents et un téléphone sur le sol. Il dit à Yongeng qu'il lui a vraiment fait peur. Yongeng s'excuse auprès du gars, Jindo informe le personnage principal qu'il a parlé avec sa direction. Jindo dit à Yongeng que s'ils ont besoin d'elle, les patrons feront de leur mieux pour les aider. Yongeng fait l'éloge du gars, il est très impressionné que Jindo fasse de gros efforts pour l'équipe. Jindo éprouve une grande anxiété. Le gars n'arrive toujours pas à croire que des phénomènes paranormaux et de puissantes forces magiques existent dans le monde. Jindo partage des informations avec son partenaire, il rapporte que l'âge des os de Taoran est de 2000 ans. De plus, la jeune fille est restée indemne après avoir touché le crâne du dieu de la guerre. Yongeng étudie les informations avec la plus grande attention, le gars est très surpris par de tels faits. Le personnage principal suppose que le rêve qu'il a vu plus tôt était un souvenir. Taoran est dans sa chambre, la jeune fille ne comprend pas si son rêve était un rêve ou si c'était des souvenirs. Yongeng entre dans la pièce, le gars dit à Taoran qu'il a un besoin urgent de son aide. Yongeng présente à Taoran des informations secrètes. Il informe la jeune fille que la tomodensitométrie a déterminé l'âge de son squelette à 2000 ans. Taoran lit attentivement les documents secrets. La jeune fille ne peut pas croire ces informations et dit que c'est une sorte d'erreur. Yongeng constamment, il semble qu'il ait déjà rencontré Taoran, le gars en informe la fille. Taoran refuse de parler davantage, elle considère ce qui se passe comme une blague très stupide. Yongeng demande à la fille de ne pas être offensée et lui dit qu'il n'avait pas l'intention de lui faire une blague ou de la tromper. Malgré les versions fantastiques de Yongeng, Taoran croit le gars, la fille essaie de comprendre pourquoi elle fait confiance à ses paroles. Yongeng regarde son commandant et dit à Taoran qu'il y a quelque chose dans son corps qui la protège des radiations du crâne du dieu la guerre. Le gars quitte la pièce, il dit à Taoran qu'il n'a pas non plus de souvenir des 10 dernières années qu'il a vécues. La fille demande au gars d'arrêter. Taoran se rend compte qu'ils n'ont tous les deux aucun souvenir. La jeune fille pense qu'il existe une possibilité de les rendre. Taoran tend la main vers le gars et lui demande de lui donner le petit doigt de sa main. Yongeng rappelle que dans un rêve, un serment a été conclu de la même manière entre une fille et un jeune chevalier. Le gars tend son petit doigt vers Taoran. Taoran est à l'intérieur d'une capsule médicale, le processus d'extraction de l'antidote touche à sa fin. Yongeng regarde attentivement le petit flacon contenant l'antidote obtenu du corps de Taoran, le gars pense que c'est le dernier espoir pour Jin. La fille sort de la capsule médicale, Yongeng demande comment elle se sent. Taoran se sent très faible, elle dit qu'elle va bientôt récupérer et demande au gars de prendre le flacon avec l'antidote. Yongeng a l'intention d'aller à Jin le plus rapidement possible pour soigner la jeune fille. Le gars sort de la pièce en courant, Taoran comprend qu'elle ressent une forte crise de jalousie.
Young-Gang s'approche du chef de l'escouade des dragons, il tend une ampoule à la jeune fille et dit que cet antidote l'aidera à guérir. Jin demande au gars quel genre de choses désagréables se trouve dans l'ampoule. Young-Gang dit à la fille que c'est un antidote obtenu à partir de la moelle osseuse de Taoran. Jin est très touché par le fait que les jeunes se soucient d'elle et agissent pour la sauver. Le chef du département dragon porte l'ampoule à ses lèvres, à ce moment un coup violent se fait entendre. Les restes de la porte d'entrée volent vers les jeunes. Young-Gang regarde Jindo avec surprise, le gars est allongé sur les restes de la porte d'entrée cassée. Le capitaine Yamamoto et le docteur Ren apparaissent sur le seuil, ils rapportent avoir entendu parler d'un remède contre la radioactivité. Yamamoto se dirige vers le lit où est allongé Jin, Young-Gang demande à la jeune fille de boire l'antidote le plus rapidement possible. Young-Gang lève la main pour frapper et exige que le capitaine Yamamoto s'arrête immédiatement. Le capitaine Yamamoto bloque le coup de poing de Young-Gang et contre-attaque avec un coup au visage. Young-Gang est incapable de bloquer le coup de l'ennemi, il le rate et, perdant connaissance, tombe au sol. Le capitaine de l'escouade des dragons se précipite au secours de son subordonné. La jeune fille informe le capitaine Yamamoto qu'il est en état d'arrestation. Yamamoto ne considère pas Jin comme un adversaire digne et frappe la fille d'un coup viol, qui la projette vers le mur opposé. Le capitaine Yamamoto prend l'ampoule contenant l'antidote de la jeune fille et essaie de donner le médicament au docteur Ren le plus rapidement possible. Yamamoto n'y parvient pas. Taoran frappe l'homme avec son fouet de combat, la jeune fille a l'intention de lui faire tomber l'ampoule contenant l'antidote des mains. L'homme parvient toujours à esquiver le fouet et donne un antidote au professeur Ren. Yamamoto ne comprend pas pourquoi son partenaire essaie de l'arrêter. Le capitaine Yamamoto jure bruyamment et demande à Taoran de se rappeler de quel côté elle se trouve. La jeune fille dit à Yamamoto qu'elle va retrouver la mémoire et qu'après cela elle décidera qui sont ses vrais amis. Le capitaine Yamamoto essaie de remettre le docteur Ren sur pied, le médecin dit qu'il se sent très mal. Yamamoto rappelle à Taoran que le clan Tiangong ne pardonne pas et est très dur envers les traîtres. Taoran répond au capitaine Yamamoto, la jeune fille dit que de telles menaces ne l'affectent pas. Le capitaine Yamamoto porte le docteur Ren sur ses épaules et dit à Taoran que la jeune fille regrettera grandement son choix. Young-Gang reprend conscience, il demande aux personnes présentes si tout va bien avec le commandant de l'escouade des dragons. Taoran s'approche du personnage principal, et lui prend la main et aide le gars à se relever. Taoran rapporte que Jin a réussi à prendre l'antidote, mais elle ne croit pas que cela aidera, car la jeune fille a reçu une dose de rayonnement trop forte. Young-Gang ne sait pas quoi faire, l'antidote était le seul moyen de sauver le capitaine de l'escouade des dragons. Taoran suggère d'explorer à nouveau l'ancienne tombe et d'essayer d'y trouver un artefact pour neutraliser l'énergie du crâne du dieu de la guerre. L'état de Jin est extrêmement instable, elle perd souvent connaissance, Young-Gang s'assoit à côté d'elle sur le lit et promet de la sauver. Le personnage principal suggère à Taoran de ne pas perdre de temps et de prendre immédiatement la route afin de trouver un antidote. Jindo rapporte qu'il ne peut pas rejoindre Young-Gang, le gars a l'intention de rester pour s'occuper de son patron. Le personnage principal soutient la décision de Jindo et promet au gars d'obtenir le médicament à tout prix. Taoran quitte rapidement la pièce, le gars demande à la fille de prendre son temps et de l'attendre. Jindo regarde attentivement le commandant de l'escouade des dragons, le gars espère que les jeunes trouveront des médicaments et sauveront la fille. La nuit tombe, dans l'obscurité totale, une voiture circule le long d'une route de montagne sinueuse, dans laquelle se trouve le personnage principal et Taoran. La fille conduit la voiture de manière agressive, le gars demande à conduire la voiture avec plus de prudence, il a peur que la fille ne puisse pas la contrôler. Taoran rassure Young-Gang, la jeune fille demande de ne pas s'inquiéter et rapporte qu'elle a beaucoup d'expérience en conduite. Le personnage principal, accompagné de Taoran, se déplace dans les couloirs sombres d'une ancienne crypte. Young-Gang est incapable de comprendre pourquoi les filles aiment de telles aventures. Taoran demande au protagoniste d'activer la plateforme de pierre pour qu'il puisse entrer. Young-Gang commence à utiliser les techniques du Feng Shui, à l'aide de passes magiques, il concentre l'énergie dans ses mains. Un instant plus tard, un seau magique apparaît autour du gars, de brillants éclairs d'énergie illuminent l'espace environnant. Taoran observe attentivement les manipulations du gars, la fille lui demande où il a appris de telles techniques. Young-Gang fatigue sa mémoire, le gars se rend compte qu'il ne peut pas répondre à cette question, car il ne se souvient de rien de l'entraînement magique. Le personnage principal propose de passer à autre chose, il espère que dans un avenir proche il pourra retrouver la mémoire. Taoran pense qu'elle aussi est capable de retrouver ses souvenirs, la jeune fille veut faire face à ses rêves mystérieux. Young-Gang illumine la pierre magique avec la lumière d'une lanterne et informe la jeune fille qu'ils sont arrivés sur place. Le personnage principal dit que la dernière fois, le crâne du dieu de la guerre a été trouvé ici et active la pierre magique. Un pilier de lumière vive jaillit de la pierre magique, illuminant les immenses fresques sur le mur. La jeune fille est fascinée par les images monumentales, elle raconte qu'elle tombe en transe lorsqu'elle les examine. Young-Gang voit que Taoran s'est repliée sur elle-même, le gars agite sa main devant son visage et essaie de ramener la fille à la réalité.
Taoran trouve un sceptre magique dans l'image et en informe le personnage principal. À côté du sceptre, la jeune fille remarque l'image d'un homme, elle pense que cet homme ressemble à un guerrier possédé par un mauvais esprit. Young-Gang comprend que la fresque représente les étapes d'exposition à l'énergie magique. Les jeunes continuent d'étudier attentivement les images, dans l'espoir de comprendre toutes les phases de la transformation énergétique. Grâce à un raisonnement logique, ils réalisent que le sceptre peut guérir complètement l'infection. Une voiture coûteuse s'approche de l'entrée du tombeau impérial. Le long de la route se trouve une garde d'honneur composée des meilleurs guerriers. Le tombeau impérial est éclairé à la lumière des torchers. À l'intérieur se trouve un immense sarcophage. Le jeune capitaine partage ses impressions avec la jeune fille, il trouve ce mausolée magnifique. Le capitaine demande à la fille si elle est fière de lui. Le gars est né et a grandi dans une famille simple et pauvre et a tout réalisé tout seul. La jeune fille se met à pleurer, elle dit que le niveau social ne signifie rien pour elle. Le jeune capitaine tente de calmer la jeune fille, il lui dit que même la mort ne les séparera pas. La jeune fille ne comprend pas de quoi parle le gars, elle connaît sa grave maladie mortelle. Le jeune homme donne à la jeune fille une amulette en jade et lui dit qu'avec son aide, ils pourront se rencontrer dans la prochaine vie. La jeune fille examine attentivement l'amulette, elle ne comprend pas comment un homme peut parler de telles choses avec une telle facilité. Le jeune capitaine se lève et s'adresse respectueusement à ses guerriers. Les guerriers écoutent attentivement leur commandant, en signe de respect, ils s'agenouillent devant lui. La jeune fille aide son petit ami à enfiler son armure de combat, le jeune capitaine remercie ses subordonnés de le servir fidèlement. Le jeune homme informe les guerriers qu'il est tout à fait prêt à entreprendre son dernier voyage. Le capitaine descend lentement de la charrette et se dirige vers le mausolée impérial. La jeune fille suit le jeune homme des yeux, elle promet qu'elle le retrouvera certainement dans la prochaine vie. Le capitaine s'approche du sarcophage magique, il monte lentement les escaliers pour y monter. La jeune fille crie fort, elle demande au jeune homme de s'arrêter et court dans sa direction. La jeune fille serre fort le jeune capitaine dans ses bras et dit au gars qu'elle ne veut pas qu'il la quitte. Le gars calme sa bien-aimée, la fille demande au capitaine d'emporter un objet magique avec lui lors du voyage. La jeune fille regrette qu'il soit interdit aux femmes d'entrer dans le mausolée impérial, alors elle remet un sceptre qui accompagnera le gars jusqu'au bout. Le capitaine remercie la jeune fille, il accepte d'emporter le sceptre avec lui, cet objet lui rappellera toujours sa bien-aimée. Le jeune capitaine donne le commandement, ses guerriers se mettent en mouvement, la jeune fille espère que le sceptre aidera son amant. Le personnage principal et Taoran sont près de la pierre magique et dorment profondément. Taoran se réveille, elle est sous l'emprise du rêve qu'elle vient de faire. La jeune fille vérifie si son amulette est en place. L'excitation de la jeune fille s'arrête lorsqu'elle se rend compte que son amulette est en place. Taoran suppose que Young-Gang est le même jeune capitaine de ses rêves. Le personnage principal se réveille, il dit à la fille qu'il vient de faire un rêve très étrange. Taoran se rend compte qu'elle et Young-Gang ont les mêmes souvenirs. La jeune fille est de plus en plus encline à la version selon laquelle le personnage principal est un jeune capitaine. Young-Gang invite la jeune fille à ne pas perdre de temps et à continuer à chercher le sceptre magique. Les jeunes se dirigent vers une fresque ancienne pour comprendre où se trouve l'artefact. Le gars est extrêmement concentré, il a des visions, il voit que le sceptre est à l'intérieur du sarcophage. Taoran informe le personnage principal que le sceptre se trouve dans la tombe du jeune capitaine. Le gars est choqué que la fille soit au courant. Young-Gang demande à la jeune fille comment elle connaît de telles informations. La jeune fille rapporte qu'elle a vu le sceptre dans ses rêves. Le moral de Young-Gang remonte, le gars espère trouver le sceptre le plus tôt possible et l'utiliser pour sauver le chef du département des dragons. Taoran regarde attentivement le personnage principal, elle est de plus en plus convaincue que la fille des rêves est elle-même. Young-Gang informe Jindo qu'ils ont trouvé un moyen de guérir le capitaine de l'escouade des dragons. Jin surprend la conversation de son subordonné, elle rapporte qu'elle n'est pas en danger et qu'elle se sent bien. Young-Gang dit que les personnes infectées par les radiations passent par plusieurs étapes, dont la première n'entraîne pas de changement significatif. Jin pense que Young-Gang est un gars étrange. La jeune fille ne comprend pas pourquoi un jeune homme risquerait sa vie pour elle. Le capitaine Yamamoto et le docteur Ren sont assis à la table à thé et discutent de leurs projets futurs. Le docteur Ren reçoit un message sur son téléphone. Il dit que les jeunes sont dans la tombe du dieu de la guerre. Taoran conduit le protagoniste au tombeau impérial. Elle raconte comment cet endroit était dans ses rêves. Les jeunes s'approchent du tombeau impérial dont l'entrée est bloquée par un immense portail en pierre. Le personnage principal comprend qu'il est sur la bonne voie. Ses pensées sont interrompues par le bruit d'un hélicoptère qui approche. Le chef du département des dragons et son subordonné descendent au sol depuis un hélicoptère. Young-Gang est heureux de voir Jin, le gars demande à la fille comment elle se sent. La chef du département dragon est dans un état de grande irritation, répond-elle grossièrement au gars. Malgré le fait que Taoran était membre d'une organisation criminelle, Jin remercie la jeune fille pour son aide. Taoran serre la main du chef du département des dragons et dit que ce n'est qu'un accord. L'atmosphère entre les filles s'échauffe, Jin rapporte qu'elle ne veut pas être débitrice. Young-Gang est gêné par de telles scènes,
Il pense que les filles causent souvent des problèmes et créent une atmosphère insupportable dans l'équipe. Les filles regardent le jeune homme avec colère. Jin demande au gars de répéter ce qu'il a dit. Young-gang tente d'échapper au conflit. Il suggère de poursuivre les recherches et d'entrer dans le tombeau impérial. Jin dit à Young-gang que c'est la dernière fois qu'elle y pardonne. Young-gang touche une énorme dalle de pierre, essayant de comprendre comment ouvrir la porte. Jin exige que le gars utilise immédiatement les techniques du Feng Shui pour entrer. Young-gang dit que son esprit d'archéologue ne lui permet pas de prendre la voie de la facilité. Le chef du département des dragons attrape le gars par l'oreille. Young-gang demande à la fille d'arrêter immédiatement ce comportement. Jin lève la main pour frapper et exige que les portes soient ouvertes immédiatement, sinon le gars sera battu. Young-gang traite le chef de l'escouade des dragons de garce cruelle, puis active ses compétences en Feng Shui. Le personnage principal génère 2 sauts magiques et les dirige vers une immense dalle de pierre. Young-gang parvient à ouvrir les portes de pierre, les jeunes pénètrent dans le tombeau impérial. Young-gang arrête brusquement ses amis, le gars leur dit que quelque chose ne va pas dans cette tombe. Jin pense qu'ils n'ont pas le temps de discuter des fantasmes stupides du jeune homme, elle exige qu'il continue de bouger immédiatement. Un sifflement perçant se fait entendre, une flèche vole vers la tête du département des dragons, Young-gang attrape la fille et la tire sur le côté. Jin regarde la flèche. La jeune fille est surprise qu'il y ait d'anciens pièges qui fonctionnent dans la tombe. Un grand bruit se fait entendre, les jeunes se retournent et aperçoivent une immense dalle de pierre bloquant l'entrée du tombeau impérial. Young-gang dit à ses amis qu'ils doivent s'enfuir immédiatement, le gars attrape les filles par les mains, les jeunes tentent de quitter le couloir dangereux au plus vite. D'anciens pièges de sécurité se déclenchent et un grand nombre de flèches mortelles sont lancées sur les jeunes. La chef du département des dragons a du mal à esquiver les flèches qui volent sur elle. Elle dit que le propriétaire de la tombe était un vrai diable. Taoran a entendu les paroles de Jin. La jeune fille dit que le propriétaire de la tombe était un héros et demande au chef du département des dragons de fermer la bouche. Young-gang demande aux filles d'arrêter de créer des ennuis et leur conseille de se concentrer sur leur survie. Young-gang trébuche sur un rocher se trouvant sur son chemin et tombe au sol avec fracas. Au même moment, le gars est rattrapé par une douzaine de flèches. Young-gang les esquive de justesse et rampe vers le mur. Young-gang essaie de se calmer et de reprendre ses esprits. Il se rend compte que son ami était en danger de mort. Jin rit bruyamment, la fille croit que Dieu punit le gars pour ses actes stupides et criminels. Young-gang repousse la main de la jeune fille et lui dit qu'il est un citoyen respectueux des lois. Le chef du département des dragons dit au gars qu'elle l'a arrêté pour vol de tombe. Young-gang répond à la fille, le gars prétend qu'il n'avait pas d'objectif égoïste, puisqu'il est un archéologue honnête et décent. Taoran estime que l'équipe n'a pas le temps pour des conversations stupides et suggère de poursuivre immédiatement ses recherches. Jin demande à Young-gang ce qui est arrivé à Taoran. Le chef du département des dragons considère la fille trop agressive. Young-gang dit que la raison principale est Jin elle-même, car la fille a un caractère dégoûtant. Le chef du département des dragons pense que les raisons du changement de comportement de Taoran sont complètement différentes. Young-gang invite les filles à partir et à discuter de leurs problèmes et potins dans une atmosphère détendue. Le chef du département des dragons dit au gars que sa patience est à bout. Young-gang dit à la fille de ne pas prendre ses paroles à cœur. Il crie à Taoran et lui demande de l'attendre. Jin dit à son subordonné que Young-gang l'a beaucoup énervé ces derniers temps. Young-gang est très inquiet de ne pas pouvoir scanner complètement le tombeau impérial. Le personnage principal voit que Taoran s'est arrêté, il demande à la fille ce qui ne va pas. Les jeunes voient que le couloir souterrain se transforme en 2 tunnels, ils ne savent pas lequel continuer. Young-gang examine attentivement les tunnels, le gars dit à ses amis que l'un des tunnels est un piège. Jin veut des informations immédiates sur le tunnel sur lequel continuer. Young-gang va scanner les 2 tunnels et découvrir lequel est le bon. Le chef du département des dragons effectue une prise douloureuse, la jeune fille dit à Young-gang qu'il est très lent et ne fait pas d'efforts. Young-gang commence à scanner les tunnels et demande à la fille de faire face à sa nature garce à l'avenir. Le personnage principal, à l'aide de sauts magiques, génère une sonde de reconnaissance énergétique, puis envoie dans l'un des tunnels. Soudain, le sol et les parois de la grotte se mettent à vibrer violemment et les jeunes peinent à se tenir debout. Young-gang ne comprend pas ce qui se passe. Le gars en conclut qu'ils ont été témoins d'un fort tremblement de terre. Le capitaine Yamamoto et Ren sont près de l'entrée de la crypte impériale. Yamamoto utilisant un lance-grenade à main tente de détruire la dalle de pierre bloquant l'entrée à l'intérieur. Yamamoto dit au médecin que personne ne peut l'arrêter et qu'il n'a pas peur des gens ni des forces magiques. Jindo commence à devenir très nerveux et demande à Young-gang quel tunnel ils doivent emprunter. La sonde de reconnaissance énergétique n'est pas encore revenue. Young-gang ne comprend pas ce qui pourrait se passer. Après un certain temps, la sonde énergétique revient et dit au gars que le tunnel choisi amène la mort. Jin pense qu'ils n'ont pas le temps et suggère de se diviser en 2 groupes pour continuer à travers les 2 tunnels. Young-gang attrape la main et empêche Jin de courir vers le tunnel, ce à quoi la jeune fille réagit de manière agressive. Le gars dit que les 2 tunnels peuvent représenter un seul piège.
l'un d'eux est moins dangereux, il est prêt à y entrer en premier. Young-Gang demande de lui donner un peu plus de temps, le personnage principal scannait à nouveau le tunnel sélectionné à l'aide d'une sonde énergétique. Taoran dit au gars qu'elle n'a jamais vu un niveau de technologie Feng Shui aussi puissant. Young-Gang ne considère pas cette technique comme trop difficile et, à l'avenir, il a l'intention de démontrer des techniques magiques plus puissantes à Taoran. Jin pousse brutalement le gars sur l'épaule, et lui demande d'arrêter de discuter et de continuer à travailler. Young-Gang perd patience et exige d'arrêter immédiatement d'agir ainsi, il prévient qu'il utilisera des techniques magiques pour se protéger. Jin dit au gars qu'elle est restée trop longtemps à l'hôpital, alors maintenant elle a une grande envie de tendre les poings. Le chef du département Dragon remercie le gars de l'avoir aidé à s'échauffer et à se tonifier. Young-Gang tente de se remettre de l'attaque de la jeune fille, moment auquel une sonde de reconnaissance énergétique s'approche de lui. Le personnage principal apprend que le deuxième tunnel présente également un danger mortel. Young-Gang essaie de décider par lequel des tunnels continuer à se déplacer, moment auquel la grotte recommence à trembler. Le gars se rend compte que quelque chose ne va pas avec les tunnels, en utilisant les techniques du Feng Shui, il commence à scanner tout l'espace environnant. Cette action conduit à un résultat positif, Young-Gang trouve un chemin sûr. Le personnage principal est très content des résultats du scan, il invite ses amis à continuer d'avancer le plus vite possible. Jin invite le gars à scruter la nouvelle route, la fille a peur que cela se révèle être un piège. Young-Gang demande au chef de l'escouade des dragons de ne pas s'inquiéter. Il rapporte que son instinct professionnel ne l'a jamais laissé tomber. Jin dit qu'elle ne croit pas au bavardage inutile du gars, Young-Gang accepte de scanner le nouveau chemin avec une sonde. La sonde informe Young-Gang que ce tunnel est sécurisé, le gars essaie de retirer le verrou magique pour entrer. Young-Gang ressent des vibrations magiques du 7e niveau dans le tunnel, Jin suggère de ne pas prendre de risques si c'est très dangereux. Le personnage principal ne comprend pas à raison du refus de la jeune fille, il dit qu'un sceptre les attend devant les portes, ce qui aidera à guérir. Le chef de l'escouade des dragons ne veut pas que d'autres personnes souffrent à cause d'elle. Taoran utilise son fouet pour frapper le mur, le chef de l'escouade des dragons demande à la jeune fille quel est le problème. Taoran informe la jeune fille que derrière les portes se trouve non seulement sa chante de salut, mais aussi la clé pour restaurer sa mémoire. Taoran ira jusqu'au bout s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance de retrouver la mémoire. Young-Gang jette le commandant de l'escouade des dragons sur ses épaules. La jeune fille s'indigne et demande de la laisser partir immédiatement. Jindo dit à son patron que c'est de l'amour et qu'il n'y a pas de retour en arrière. La fille exige que son subordonné se taise immédiatement et menace de le battre. À l'aide de nombreux tirs de lance-grenades à main, le capitaine Yamamoto parvient à percer l'entrée de la crypte impériale. Le docteur Ren dit à Yamamoto qu'une fois guéri, il n'aura plus besoin d'être un pion dans la famille Tiangong. Yamamoto demande au médecin de ne pas s'inquiéter et dit qu'il sera avec lui jusqu'à la toute fin. Le docteur Ren informe Yamamoto qu'une fois qu'ils auront maîtrisé les artefacts magiques, le clan Tiangong ne constituera plus une menace pour eux. Le médecin entre dans l'ouverture détruite, il fait un signe de la main à Yamamoto et lui demande de se dépêcher. Young-Gang réussit à retirer le verrou magique du tunnel secret. Les jeunes continuent leur chemin, ils sont surpris par l'étrange lueur argentée émanant des murs. Jin demande au personnage principal quel genre de lumière argentée émane des parois du tunnel. Young-Gang informe à la jeune fille que des minéraux rares émettent un tel rayonnement. Les jeunes voient que le tunnel se termine dans une grande grotte d'où émane une lumière blanche et brillante. L'équipe pénètre dans la grotte, les jeunes se rendent compte qu'à l'intérieur se trouve un immense lac de métal liquide. Young-Gang ordonne à ses amis de protéger immédiatement leurs organes respiratoires, car les vapeurs du lac sont très toxiques. Jin tient immédiatement compte des conseils du gars, elle fait un pansement avec ses vêtements et invite les autres à suivre son exemple. Young-Gang demande à Taoran pourquoi la fille ne couvre pas son visage avec un bandage, il dit que vous pouvez mourir à cause des fumées. Taoran répond au gars, la fille dit que ce n'est pas nécessaire, elle n'est pas exposée aux radiations et aux substances toxiques. Young-Gang comprend que la fille a des super pouvoirs, mais il s'inquiète toujours pour elle. Taoran montre un pont étroit et dangereux, la jeune fille rapporte que c'est la seule route qui traverse le lac empoisonné. Jin pousse avec désinvolture le personnage principal sur l'épaule, elle dit que le moment est venu de montrer votre courage et votre héroïsme. Jindo a très peur, le gars suggère de prendre son temps et d'essayer de trouver une voie alternative. Le chef du département des dragons ordonne à son subordonné de se ressaisir et de commencer immédiatement à se déplacer de l'autre côté du lac. Les jeunes s'approchent de la structure dangereuse, aucun d'entre eux n'ose avancer le premier. Young-Gang écoute ses sentiments, le gars ne peut pas se débarrasser du sentiment de mauvais pressentiment. Jin regarde le personnage principal avec un regard arrogant, la fille est surprise que le gars ait peur d'une sorte de métal liquide. Le chef de l'escouade des dragons traite Young-Gang de lâche et saute adroitement sur le pont étroit. Jin rapporte que la structure est fiable et stable et invite ses amis à la suivre. Les jeunes observent avec méfiance les mouvements de Jin, la jeune fille parvient à traverser le pont et à sauter sur la rive opposée. Jin fait signe à ses amis,
la jeune fille leur demande de réprimer leur peur et de se diriger rapidement vers elle. Taoran comprend qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à la rive opposée. La jeune fille s'approche du pont et y grimpe prudemment. Jindo encourage Yongeng, le gars dit que tout va bien et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Yongeng pense qu'il s'est trompé dans ses sentiments, le gars écoute ceux qui l'entourent et monte sur le pont. Le personnage principal remarque qu'une étrange vague apparaît à la surface du métal, cela le met dans un état d'horreur. Les jeunes regardent attentivement l'étrange vague, ils sentent une menace cachée et demandent à Yongeng d'avancer le plus vite possible. Un poisson à pleines dents saute hors du lac de métal liquide et attaque Jindo. Yongeng se précipite immédiatement au secours de son ami, le gars frappe le poisson et le jette de côté. Un sentiment de peur paralysant Jindo, Yongeng secoue le gars par les épaules et lui demande de passer rapidement de l'autre côté. Il y a de plus en plus de poissons agressifs à pleines dents, ils attaquent constamment les jeunes. Taoran sort son fouet de combat et utilise des coups précis pour vaincre le poisson à pleines dents. Jin remarque qu'un poisson s'approche de Yongeng par derrière, la fille crie fort et avertit le gars du danger. Yongeng tente d'échapper au poisson, mais se rend vite compte que sa vitesse n'est pas suffisante pour y parvenir. Le personnage principal se retourne et frappe le prédateur attaquant. Le gars est très surpris par les fortes écailles métalliques du poisson. À la suite du coup, Yongeng perd l'équilibre, le gars a du mal à rester debout et à ne pas tomber dans le lac de métal liquide. Le gars parvient à attraper le pont avec ses bras et ses jambes, il se rend compte de la chance qu'il a cette fois. Yongeng regarde avec horreur un énorme poisson métallique s'approcher de lui en claquant des dents. Le gars fait le tour du pont, grâce à cette technique simple, il parvient à esquiver le prédateur. Jindo parvient à atteindre la rive opposée, saute du pont et soupire de soulagement. Le chef de l'escouade des dragons peut à peine contenir sa colère, elle exige que Yongeng arrête de tourner sur le pont et se déplace rapidement vers la rive opposée. L'un des poissons métalliques saute hors du lac et commence à mâcher le pont sur lequel se trouve le personnage principal. Yongeng jure lourdement et espère que les autres poissons ne penseront pas à mâcher le pont. Le gars regarde avec horreur un énorme banc de poissons métalliques s'approcher de lui. L'instant d'après, il saute hors de l'eau et s'approche du personnage principal. Les poissons métalliques commencent à détruire le pont, Yongeng concentre ses dernières forces, le gars court vers la rive opposée et saute du pont détruit. Yongeng observe d'étranges créatures, le gars se considère très chanceux, puisqu'il n'est pas devenu la nourriture de ces poissons. Le chef de l'escouade des dragons attrape le gars par l'oreille et le gronde parce qu'il est trop lent. Taoran attrape Jin par la main, la fille demande d'arrêter immédiatement et d'arrêter d'intimider Yongeng. Taoran dit au chef de l'escouade des dragons qu'elle ne doit pas oublier pourquoi ils sont ici. Le capitaine Yamamoto et le docteur Ren s'approchent d'énormes décombres, de grosses pierres bloquent le chemin et les empêchent d'avancer. Yamamoto a une grande force physique, l'homme soulève d'énormes pierres et dégage le passage. Le docteur Ren partage ses réflexions, il estime que les jeunes ont parcouru un long chemin. Le capitaine Yamamoto remarque 2 tunnels et informe immédiatement le docteur Ren. Le docteur demande à Yamamoto d'examiner les entrées des tunnels pour retrouver les traces des jeunes. Yamamoto examine les entrées des tunnels, l'homme ne trouve aucune trace, il trouve cela très étrange et en fait part au docteur Ren. Le docteur se souvient que les anciens considéraient le côté gauche des signes magiques comme sacré, il suggère de continuer à se déplacer le long du tunnel de gauche. Équipé de bottes anti-gravité, le prince Carlos s'envole jusqu'au tombeau impérial. L'homme atterrit adroitement à l'entrée du tombeau et admire sa nouvelle acquisition high-tech. Les objets magiques consomment beaucoup d'énergie, Carlos craint de ne pas avoir le temps de retrouver son niveau d'énergie. L'homme regarde les portes brisées du tombeau impérial, il se rend compte que quelqu'un est déjà à l'intérieur. Carlos va se frayer un chemin, il utilise pour cela son pinceau magique. À l'aide de celui-ci il ramasse des fragments de pierre et les jette de côté. Jindo ne peut pas s'arracher au mur brillant du donjon, il reste immobile et regarde la lueur argentée avec fascination. Jin pense que ces minéraux pourraient être très utiles au département de recherche et elle a l'intention d'en récupérer des échantillons sur le chemin du retour. La fille marche sur l'une des tuiles qui composent la route, la tuile s'affaisse, Jin pense que c'est un autre piège. La jeune fille en informe immédiatement ses amis, elle est surprise que la tuile ait été activée, mais rien ne s'est passé. Les jeunes regardent les carreaux, ils ne remarquent pas comment une météorite brillante se dirige vers eux par derrière. Au dernier moment, Yongeng remarque une pierre lumineuse s'approchant d'eux, il crie fort et en prévient ses amis. Le personnage principal essaie de sauver Jin du coup, il pousse la fille durement sur le côté. Une pierre rougeoyante tombe à côté des jeunes, une forte explosion se fait entendre, qui les disperse dans différentes directions. La météorite n'était pas une seule, tout un essaim de pierres lumineuses similaires se déplaçait derrière elle. Jin regarde autour d'elle, la jeune fille essaie de trouver un abri fiable pour se cacher des pierres volantes. Yongeng remarque qu'une des pierres vole juste devant la tête du chef de l'escouade de dragons, le gars saute vers la fille et lui sauve une fois de plus la vie. Le personnage principal demande à la jeune fille d'être plus attentive la prochaine fois. Jin ne peut contenir ses émotions et envoie une malédiction au propriétaire de la tombe.
Jindo court vers les jeunes, le gars leur demande si tout va bien pour eux. Jin rapporte qu'ils vont tout à fait bien, qu'ils ont juste besoin d'un peu de temps pour récupérer. Le chef du département des dragons continue d'envoyer des malédictions aux constructeurs et aux propriétaires du tombeau. Taoran s'approche d'elle. La jeune fille dit qu'elle a prévenu qu'elle ne voulait rien entendre de mal sur le propriétaire de la tombe. Yonggeng essaie d'éviter une querelle, le gars propose d'examiner les minéraux qui leur sont tombés du ciel. Jin dit que la tombe dans laquelle il se trouve a 2000 ans. Yonggeng demande à la jeune fille de se taire immédiatement et de ne pas mentionner la date de 2000 ans. Le personnage principal prend Jin à part et lui propose d'étudier les pierres tombées du ciel. Les jeunes examinent les étranges pierres vertes. Taoran est perdu dans ses pensées. La jeune fille pense que Yonggeng est la réincarnation du capitaine des chevaliers. Yonggeng, utilisant ses compétences, active un saut magique. Le gars va scanner un étrange minéral vert. Taoran éprouve des sensations étranges. La jeune fille raconte à ses amis qu'elle a déjà vu des pierres similaires quelque part. La jeune fille reçoit une vision dans laquelle un jeune capitaine parle d'une pierre appelée fluorite. Il rapporte que la pierre est toxique et peut corroder la chair. Taoran demande à ses amis de jeter immédiatement les pierres de leurs mains. Elle dit que c'est de la fluorite et que cela corrode le corps. À l'aide de techniques magiques, Yonggeng reçoit la confirmation de l'information. Il dit à ses amis que Taoran a raison. Yonggeng jette la pierre verte scintillante de côté. Le gars considère le minéral comme une chose terrible et est d'accord avec Jin sur le fait que le propriétaire de la tombe est un monstre. Le personnage principal examine attentivement sa paume à la recherche de brûlures. Il ne remarque pas comment un morceau de fluorite lui vole dans le dos. Au dernier moment, Yonggeng remarque un minéral voler vers lui. Le gars esquive et se demande ce qui se passe. Flower survole le personnage principal et frappe la main de Jindo. Le gars est projeté à plusieurs mètres. Jindo tombe au sol et crie fort. Il dit à ses amis que son bras lui brûle insupportablement. Yonggeng regarde Yamamoto et le docteur Ren s'approcher d'eux. Le gars demande ce qu'ils font ici et comment ils les ont trouvés. Yamamoto dit que c'est une question stupide. Il surveillait les jeunes tout le temps. Il partage ses sentiments sur le tunnel de gauche et dit que ce tunnel était un enfer. Yonggeng pense que l'homme le trompe. Il lui est impossible de passer par le tunnel de gauche et de rester en vie. Soudain, une volée d'énormes chauves-souris attaque Yamamoto et le médecin. Le capitaine Yamamoto sort son épée de combat et commence à détruire systématiquement les souris qui les ont attaqués. Yamamoto s'occupe rapidement des rongeurs volants. Il s'approche des jeunes pour terminer le travail qu'il a commencé. Taoran dit à l'homme qu'elle ne laissera personne mettre le doigt sur ses nouveaux amis jusqu'à ce qu'elle retrouve ses souvenirs. Le capitaine Yamamoto prévient que quiconque tentera de l'arrêter sera immédiatement détruit. L'état de Jindo s'aggrave, la brûlure s'agrandit et commence à ronger sa main. Yonggeng informe ses amis que la blessure est très grave, dans ce cas seule l'amputation aidera le gars. Yamamoto dit à Taoran que c'est très méchant de trahir de vieux amis et se précipite pour attaquer la fille. Taoran dit à l'homme qu'il ne peut pas comprendre ses vrais sentiments et elle frappe Yamamoto avec son fouet de combat. Le docteur Ren exige que Taoran soit laissé en vie. Le docteur sait que les os de la jeune fille ont plus de 2000 ans et il a besoin d'elle pour des expériences. Yamamoto donne une série de coups à la jeune fille. Taoran les esquive adroitement et contre-attaque l'homme avec son fouet. Jin demande à Jindo de rassembler toute sa volonté dans un point et d'être patient pendant un petit moment. La jeune fille a l'intention d'amputer le bras infecté. Le gars souffre énormément. Il demande au chef du département dragon de se dépêcher et de terminer rapidement le travail qu'il a commencé. Jin exauce les souhaits du gars. Elle coupe adroitement la main infectée et la jette contre le mur opposé. Le chef de l'escouade des dragons prodigue les premiers soins à Jindo. Le gars crie fort et dit qu'il n'a jamais ressenti une telle douleur de sa vie. Les jeunes observent attentivement le combat entre le capitaine Yamamoto et Taoran. Ils comprennent que les forces des combattants sont égales. Jin croit que personne n'a le droit de faire du mal à ses camarades. C'est avec ces pensées qu'elle sort un couteau de combat et entre dans la bataille. La jeune fille se précipite sans crainte sur le capitaine Yamamoto. Elle espère qu'avec Taoran, ils pourront vaincre rapidement l'homme. Taoran utilise son fouet de combat pour bloquer l'épée du capitaine Yamamoto alors que Jin s'approche pour le frapper. Le chef de l'escouade des dragons frappe avec son couteau de combat. Yamamoto esquive de justesse l'attaque mortelle. Jin continue d'attaquer furieusement l'homme. Yamamoto est touché au bras et saute vers le mur. Taoran ne veut pas que ses anciens et nouveaux amis s'entretuent. La jeune fille réfléchit à la façon d'arrêter le combat. Yonggeng demande au chef du département des dragons d'arrêter ses attaques. Il estime que la jeune fille n'a pas assez de force pour vaincre Yamamoto. Jin informe Yamamoto qu'il n'a que deux options, être arrêté ou mourir au combat. L'homme dit que ce ne sont que les fantasmes de la fille. La bataille continue, Jin se rend compte que son adversaire est bien préparé et que ses forces s'épuisent. Le capitaine Yamamoto frappe la jeune fille d'un coup viol. Jin rate l'attaque et s'envole sur le côté. Yonggeng court immédiatement vers la fille. Il lui demande de ne pas continuer le combat, car elle n'a aucune chance de gagner. Yamamoto dit qu'ils n'ont pas encore fini, et l'homme saute haut dans les airs et lève son épée pour frapper. À ce moment, Taoran frappe le capitaine Yamamoto.
la jeune fille ne veut pas que ses nouveaux amis meurent. Un morceau de fluorite frappe la poitrine du docteur Ren et la transperce. Le capitaine Yamamoto entend les cris du docteur Ren, l'homme se retourne et regarde avec horreur le médecin mortellement blessé. Le docteur Ren est incapable de rester debout, il laisse échapper un râle d'agonie et tombe au sol avec un rugissement. Le capitaine Yamamoto ne comprend pas complètement ce qui s'est passé, il appelle le docteur Ren père et se précipite vers l'homme. Le prince Carlos utilise son pinceau magique pour manipuler les minéraux de fluorite, il dit que ses ennemis imploreront grâce. Le chef de l'escouade des dragons ne s'attendait pas à voir le prince Carlos ici. La jeune fille demande à l'homme ce qu'il fait ici. Carlos s'incline devant la fille, il dit qu'il aime cette réaction, son apparence. Le capitaine Yamamoto est rempli d'un sentiment de vengeance, il court vers le prince Carlos et a l'intention de s'en prendre brutalement à lui. Carlos se souvient que c'est Yamamoto qui l'a combattu dans le bunker souterrain, il dit que cette fois il ne fera pas d'erreur du passé. Carlos dit à l'homme qu'il a des cadeaux pour lui et lui lance un morceau de minéral. Yamamoto évite habilement les morceaux de fluorite volant sur lui et s'approche progressivement du prince Carlos. Le prince pense que Yamamoto est assez préparé physiquement, mais l'homme ne peut pas égaler la force de ses artefacts. Yamamoto parvient à s'approcher du prince Carlos, l'homme compte le poignarder avec son épée. Carlos, à l'aide de son pinceau magique, est capable de contrôler des objets métalliques, il fixe l'épée Yamamoto dans l'espace. Le capitaine Yamamoto tient à peine son épée, qui est contrôlée par le prince Carlos à l'aide de pouvoirs magiques. Carlos arrache l'épée des mains de Yamamoto et la jette de côté. Il dit au capitaine que son heure de mourir est venue. Yamamoto ne perd pas espoir de gagner et, avec l'aide d'un balayage précis, il tente de déséquilibrer Carlos. Carlos utilise ses bottes anti-gravité pour sauter haut dans les airs et se placer derrière son adversaire. Yamamoto se rend compte qu'il ne peut pas gagner le combat, l'homme profite du moment et s'enfuit. Jin dit au prince Carlos qu'elle reconnaît le pinceau magique sur sa main, elle l'a déjà vu sur le millionnaire Inco. Carlos félicite la jeune fille pour son attention, il l'informe que le pinceau magique lui appartient désormais. Jin arrive à la conclusion que Carlos a tué le millionnaire Inco, puisqu'un homme n'abandonnerait jamais volontairement de tels artefacts. Carlos dit à la fille qu'il doit s'occuper de toute urgence de quelques personnes qui se mettent en travers de son chemin. Taoran est prête au combat, elle n'a pas peur d'une brosse magique et de bottes anti-gravité. Yongeng demande au prince d'arrêter, il dit à l'homme qu'ils ne sont pas ses ennemis. Carlos dit au jeune homme qu'il ne comprend rien, puisque Taoran a déjà affronté l'équipe de Jin. Le chef de l'escouade des dragons dit au prince qu'auparavant ils s'opposaient vraiment, mais pour le moment ils ont un accord et ils sont alliés. Carlos informe Jin que dans ce cas, il a l'intention de combattre Yongeng et tentera de contrer la technique du Feng Shui. Yongeng est prêt à démontrer sa technique au prince, le gars prend une position de combat et active un saut magique. Carlos s'élève dans les airs et utilise un pinceau magique pour préparer les minéraux à lancer. Un instant plus tard, des dizaines de minéraux vénéneux volent vers le personnage principal. Yongeng forme une protection énergétique autour de lui, le prince veut avec impatience savoir si les minéraux briseront la protection Feng Shui. Le chef de l'escouade des dragons intervient dans la bataille, la jeune fille demande d'arrêter le combat et rappelle à Carlos qu'il est son débiteur. Le prince est d'accord avec les conditions de la jeune fille, il dit qu'il ne voulait pas faire de mal au gars et que son attaque n'était qu'une blague inoffensive. Yongeng est content de ce résultat, le gars comprend que le pouvoir du pinceau magique est trop grand et qu'il serait difficilement sorti victorieux du duel. Carlos demande au personnage principal de ne pas lui en vouloir, il dit que c'était juste une blague, il était curieux de voir les techniques du Feng Shui en action. Yongeng demande au prince s'il peut retirer les minéraux qui se trouvent au plafond. Carlos dit qu'il adorerait l'essayer et active son pinceau magique. Le prince parvient facilement à retirer les minéraux toxiques du plafond de la tombe et à les stocker dans 2 petits cônes. Yongeng examine attentivement le pinceau magique, le gars admire sa fonctionnalité et son énorme puissance. Carlos dit au jeune homme que le pinceau peut fonctionner même avec des objets énormes. Jin ordonne au protagoniste et au prince d'arrêter immédiatement de discuter, sinon la jeune fille menace de les arrêter tous les deux. Carlos essaie de calmer la fille, il lui dit qu'il menait une petite expérience. Taoran demande de ne pas perdre de temps et encourage les jeunes à passer immédiatement à autre chose. Yongeng n'arrive pas à croire que le prince aime vraiment le chef de l'escouade des dragons, le gars demande à Carlos pourquoi il est attiré par elle. Carlos raconte au personnage principal que Jin l'a hypnotisé par sa beauté et la première rencontre. Jin traite Yongeng et le prince d'idiot, la jeune fille a l'intention de les battre tous les deux dès qu'elle retrouvera sa forme. Le sol et les murs du tombeau se mettent à vibrer violemment alors que les jeunes tentent de rester debout. Yongeng ne comprend pas ce qui se passe, le gars a préalablement soigneusement scanné la pièce et n'a trouvé aucun piège. D'énormes dalles de pierre s'écartent, les jeunes aperçoivent un immense escalier menant au donjon. Yongeng dit à ses amis que l'escalier a l'air horrible, il ressemble à la route de l'enfer. Le personnage principal réprime sa peur, se rend compte qu'il n'y a pas de retour en arrière et commence à descendre les escaliers.
Il y a des torches étranges sur les murs qui commencent à s'enflammer lorsque le gars s'approche d'elle. Carlos va scanner le chemin à l'aide de minéraux. À l'aide d'un gant magique, il envoie des morceaux de fluorite dans les escaliers. Les minéraux tombent sans voler même sur quelques mètres. Carlos comprend que le pouvoir magique de son pinceau ne fonctionne pas ici. Young Gang tend sa vision et voit qu'il y a une porte au bout des escaliers. Il en informe immédiatement ses amis. Les jeunes s'approchent d'une immense porte métallique sur laquelle se trouve une tête de dragon. Le personnage principal touche la porte, il dit à ses amis qu'une énergie démoniaque en émane. Jin pousse grossièrement le gars et dit qu'il n'y a ni paradis ni enfer. La fille conseille de ne croire qu'à la science fondamentale. Young Gang dit à la jeune fille que si l'enfer n'existait pas, il faudrait alors l'inventer pour y placer Jin. Taoran se tient immobile près de la porte et regarde attentivement la tête du dragon. Young Gang demande à la fille si elle va bien. Taoran informe le personnage principal que la tête située sur la porte était son emblème. Jin s'approche des jeunes, elle s'intéresse au lien entre Taoran et le propriétaire de la tombe. Taoran ne peut pas répondre à la question de la jeune fille, elle n'arrive toujours pas à tracer la frontière entre ses rêves et la réalité. Taoran dit au personnage principal qu'à cet endroit, elle doit retrouver sa mémoire et demande au gars de l'aider. Young Gang dit à Taoran qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir avec grand plaisir. Young Gang tend la main à la jeune fille et l'invite à entrer immédiatement dans le tombeau. Taoran regarde le personnage principal, mais elle voit à sa place le capitaine des chevaliers du passé. La jeune fille entre dans le tombeau, malgré le fait que 2000 ans se soient écoulés, elle espère y rencontrer son capitaine. Les jeunes se dirigent vers le sarcophage, ils traversent les rangs d'immenses guerriers de bronze. Young Gang examine attentivement les guerriers de bronze, le gars demande de ne pas les toucher et d'être extrêmement prudent. Le bruit sur des portes qui se ferment se fait entendre, Jin dit à ses amis qu'ils sont bloqués à l'intérieur du tombeau. Le prince Carlos sort un énorme morceau de fluorite pour éclairer l'espace environnant de son rayonnement. Carlos apporte le minéral aux guerriers de bronze, il admire le détail et la qualité de l'armure. Le prince veut savoir si les guerriers sont entièrement en bronze ou si seule leur armure est en métal. Jin demande au prince de ne pas toucher aux guerriers de bronze, la jeune fille croit qu'un homme peut briser d'anciennes reliques culturelles. Carlos dit à Jin qu'ils sont entièrement faits de métal et qu'il faudrait beaucoup de force pour les casser. Le prince retire sa main de l'armure du guerrier, il voit que l'armure n'est pas aussi solide qu'il y paraît à première vue. Les yeux du guerrier de bronze commencent à briller d'un feu vert, l'immense statue se penche vers le prince Carlos. Young Gang remarque la transformation de la statue de bronze avec le temps, le gars ordonne au prince de s'en éloigner immédiatement. Le guerrier de bronze saisit le prince Carlos par la main magique et commence à la serrer fermement. Carlos crie fort, l'énorme guerrier de bronze soulève le prince dans les airs. Young Gang a l'intention d'utiliser les techniques du Feng Shui pour se protéger. Le gars active un saut magique et se précipite au secours du prince. Le guerrier de bronze tourne son attention vers le personnage principal et libère le prince Carlos. L'homme tombe au sol et lance des injures furieuses sur la statue de bronze. Un énorme guerrier de bronze s'approche du personnage principal et s'agenouille soudain devant lui. Young Gang regarde le guerrier de bronze avec surprise, le gars ne comprend pas ce qui vient de se passer. Après un moment, tous les guerriers de bronze commencent à bouger, leurs yeux commencent à briller d'un feu vert vif. Des guerriers de bronze entourent le personnage principal et, suivant leurs compagnons d'armes, s'agenouillent devant le gars. Taoran surveille attentivement ce qui se passe, la jeune fille se rend compte qu'elle ne s'est pas trompée dans ses sentiments et Young Gang est la réincarnation de son capitaine des chevaliers. Young Gang dit aux guerriers de bronze qu'il leur suffit de s'incliner et leur demande de se lever. Dans le sarcophage impérial se trouve le capitaine des chevaliers, à côté de lui se trouve un sceptre magique. Le capitaine des chevaliers, âgé de 2000 ans, reprend conscience et ouvre les yeux. Le capitaine des chevaliers ordonne aux guerriers de bronze d'attaquer le personnage principal. Le guerrier exécute immédiatement l'ordre et pointe sa lance sur Young Gang. Le personnage principal profite du fait que le guerrier de bronze est lent, il esquive le coup de lance et tente de s'enfuir. Les guerriers de bronze qui se tenaient à proximité ont coupé le chemin au gars pour battre en retraite, ils ont essayé de le frapper avec leur lance. Un instant plus tard, des guerriers de bronze encerclent les jeunes hommes et attendent l'ordre de leur capitaine. Young Gang admet à Taoran qu'il ne sait pas quoi faire dans cette situation. La jeune fille suggère que cela pourrait n'être qu'une illusion. Le prince Carlos tente d'activer son pinceau en vain, il se rend compte que les voûtes du donjon bloquent son pouvoir magique. Young Gang a l'intention d'utiliser les techniques du Feng Shui, le gars active un saut magique. Le guerrier de bronze frappe le personnage principal et le coup violent envoie le gars voler à plusieurs dizaines de mètres. Jin essaie de remettre le personnage principal sur pied. Young Gang est très surpris par l'énorme force dont disposent les guerriers de bronze. Young Gang dit à ses amis qu'ils ne peuvent pas vaincre les guerriers de bronze au combat, il suggère de réfléchir à la façon de leur échapper. Une lance vole en direction du personnage principal. Le gars se rend compte qu'il n'est pas capable de l'esquiver et se prépare à sa mort. Après un certain temps, le personnage principal se rend compte qu'il était en sécurité et qu'il n'était même pas blessé. Taoran se tient devant un énorme guerrier de bronze,
la jeune fille lui montre son amulette en jade. Taoran tient l'amulette devant le visage du guerrier de bronze et lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Les guerriers de bronze reconnaissent l'amulette magique et commencent tous à prononcer bruyamment le nom Taoran. Les jeunes sont entourés de centaines de guerriers de bronze qui prononcent le nom Taoran de leur voix métallique. Yongeng devient convaincu que ses rêves passés étaient des souvenirs. Taoran ne comprend pas pourquoi les guerriers de bronze ont attaqué le personnage principal. Yongeng pense également que c'est étrange, car il est leur commandant et les guerriers ne devraient pas être agressifs envers lui. Le commandant de l'escouade des dragons interrompt la conversation. La jeune fille demande de lui expliquer ce qui se passe ici. Yongeng raconte brièvement à la jeune fille les rêves mystérieux qui sont en réalité des souvenirs. Jin n'arrive pas à croire à l'histoire du gars, elle considère ces mythes sur la réincarnation comme de la fiction. Le prince Carlos dit au personnage principal qu'il le croit et son histoire est impressionnante. Taoran se tourne brusquement vers le sarcophage impérial. La jeune fille entend la voix du capitaine des chevaliers. Le couvercle du sarcophage de plusieurs tonnes commence à bouger et la main du capitaine en sort. Petit à petit, le capitaine des chevaliers sort du sarcophage. Il demande qui a osé pénétrer par effraction dans le tombeau impérial sans autorisation. Jin demande au protagoniste qui se trouve dans la tombe s'il est la réincarnation du chevalier capitaine. Le capitaine des chevaliers sort lentement du sarcophage et se lève. Les guerriers de bronze saluent leur commandant. Carlos dit qu'il ne comprend rien et qu'il éprouve une peur terrible. Les guerriers de bronze s'agenouillent devant leur capitaine. Ils sont très heureux que leur commandant soit revenu. Le capitaine des chevaliers sent la présence de Taoran. Il demande où est la jeune fille. Taoran regarde attentivement le capitaine des chevaliers. Elle n'arrive pas à croire que sa bien-aimée ait été ressuscitée. Le capitaine des chevaliers remarque Taoran parmi les jeunes. Il demande à la jeune fille de s'approcher de lui. Taoran se précipite vers le capitaine des chevaliers. La jeune fille a toujours su que son amant n'oublierait jamais sa promesse. Il y a 2000 ans, le capitaine des chevaliers a dit à la jeune fille que peu importe le temps qui passerait, il reviendrait certainement vers elle. La jeune fille s'approche du capitaine des chevaliers, elle est incroyablement heureuse de l'avoir enfin rencontré. Yongeng demande à Taoran d'arrêter. Le gars dit à la fille une phrase de leur rêve commun. Taoran se tourne vers le personnage principal, elle comprend que seul son amant pouvait connaître ces mots. Le chevalier capitaine regarde attentivement Yongeng, il se demande qui est ce type. Le personnage principal dit à la jeune fille que le capitaine des chevaliers est son mauvais côté. Le capitaine des chevaliers attrape Taoran par la main, il lui demande de ne pas croire les paroles d'un faux comme Yongeng. Taoran veut mettre de l'ordre dans ses sentiments et demande au capitaine des chevaliers de la laisser partir immédiatement. Le capitaine des chevaliers informe la jeune fille qu'il n'a été ressuscité que pour elle et qu'il ne peut donc pas la laisser partir. Yongeng exige de libérer immédiatement la jeune fille, sinon il menace de détruire le capitaine des chevaliers. Le capitaine des chevaliers regarde le personnage principal avec un regard méchant, il ordonne à ses guerriers de bronze de tuer le gars. Les guerriers de bronze suivent immédiatement les ordres de leur commandant et se précipitent à l'attaque du personnage principal. Le chef de l'escouade des dragons ordonne aux jeunes hommes de partir immédiatement. Yongeng n'a pas l'intention d'abandonner ou de fuir, le gars tombe dans un état de rage intense, un fort tremblement parcourt son corps. Le personnage principal, d'une voix autoritaire, ordonne aux guerriers de bronze de baisser immédiatement leurs armes et de battre en retraite. Les guerriers de bronze arrêtent d'attaquer et se regardent silencieusement. Yongeng dit aux guerriers de bronze qu'il est leur commandant. Le gars leur rappelle qu'ils ont mené d'innombrables batailles ensemble et partagé la joie et le chagrin ensemble. Le personnage principal élève la voix contre les guerriers de bronze, leur reprochant de l'oublier. Yongeng pense que ces guerriers sont différents d'avant, mais que leur âme reste la même. Le capitaine des chevaliers considère le personnage principal comme son reflet. Taoran dit au capitaine qu'il n'est qu'un faux pathétique. Le capitaine des chevaliers cache le sceptre dans son sein et ajuste son armure. Taoran lui demande ce qu'il va faire. Le capitaine n'a pas combattu depuis plus de 2000 ans, il est heureux qu'après une telle période, son ennemi soit son autre moitié. Yongeng prend une lance des mains du guerrier de bronze, le gars dit au capitaine qu'il n'est qu'un obus prétendant être lui. Le capitaine des chevaliers sort son épée du fourreau, il dit qu'il ne s'est jamais battu contre lui-même. Yongeng fait tourner habilement sa lance et charge son adversaire. Le capitaine des chevaliers évite l'attaque, il dit au jeune homme qu'il est trop prévisible. Taoran ne peut pas comprendre lequel des jeunes est son amant, car ils ont des corps et des âmes absolument identiques. Le capitaine des chevaliers repousse la prochaine attaque de Yongeng, il dit que le gars n'a aucune chance, puisque le jeune homme est sa copie et que toutes ses attaques sont prévisibles. Le prochain coup du personnage principal le mène au succès, il frappe le plastron du capitaine et le jette de côté. Le capitaine des chevaliers regarde Yongeng avec une grande surprise, il ne comprend pas comment l'ennemi a pu percer sa défense. Yongeng est inspiré par son avantage, le gars se lance dans une autre attaque, le chef du département dragon le soutient, elle dit qu'elle croit en sa force. Le capitaine des chevaliers reste immobile sur place, il raconte au personnage principal qu'en 2000 ans il a complètement oublié de quoi il est capable.
Le coup de lance de Yongeng n'atteint pas la cible. Avec une vitesse irréelle, le capitaine des chevaliers se déplace sur le côté et évite le coup. Jin ne peut pas croire qu'une personne puisse se déplacer à une telle vitesse. La jeune fille soupçonne que le capitaine des chevaliers est une créature démoniaque. Le chevalier capitaine dit à Yongeng qu'il mourra tout seul, donc cela ne comptera pas comme une perte. Le personnage principal ne prend pas au sérieux les paroles du capitaine des chevaliers. Le gars sait qu'il est possédé par l'esprit maléfique du crâne du dieu de la guerre. Le capitaine des chevaliers frappe à nouveau. Il comprend qu'après la mort de Yongeng, l'âme divisée s'unira, et il ne fera qu'un. Yongeng parvient à repousser l'attaque de sa moitié maléfique, mais le gars subit des blessures mineures. Il se rend compte que son autre moitié est clairement plus forte physiquement. Le capitaine des chevaliers se moque du personnage principal. Il dit au gars qu'il est pathétique. Yongeng demande à l'ennemi de se taire immédiatement et de poursuivre ses attaques. Le capitaine des chevaliers répond au gars, il dit qu'ils ont encore le temps, et jusqu'à ce moment-là, il détruira tous ceux qui ont osé envahir le tombeau de l'empereur. Le capitaine se précipite sur le chef de l'escouade des dragons. Le personnage principal l'informe que lui seul est son adversaire et lance une lance sur le capitaine des chevaliers. La moitié maléfique du personnage principal esquive la lance et dit qu'il s'occupera d'abord de ses amis. Le capitaine s'élève dans les airs et lève son épée pour porter un coup fatal à Jin. Malgré le fait que la vitesse de l'ennemi est ultra rapide, la jeune fille parvient à esquiver le coup d'épée. Le capitaine des chevaliers atterrit au sol. Il félicite la jeune fille et dit que sa technique est plutôt bonne. Yongeng dit à son ennemi qu'il est son adversaire. Le gars exige de ne pas l'ignorer et se précipite pour attaquer. Le capitaine des chevaliers prédit tous les mouvements du personnage principal et donne un coup de pied au gars. Yongeng vole sur le côté et tombe au sol. Il se considère comme une personne insignifiante incapable de protéger ses amis. Le capitaine des chevaliers comprend que le personnage principal n'est pas indifférent au commandant de l'escouade des dragons. Il pense que sa mort causera une grande douleur à l'ennemi. Jin se tourne vers Yongeng, elle regarde le gars attentivement et se rend compte qu'il a des sentiments envers elle. Le capitaine des chevaliers lève son épée au-dessus de la tête de la jeune fille. Il la traite de femme stupide et lui dit de se préparer à la mort. Le corps de la jeune fille est gelé par la peur, elle comprend qu'elle ne peut pas échapper à l'épée de l'ennemi et accepte docilement son sort. Le prince Carlos dévie le coup d'épée, l'homme demande au chef de l'escouade des dragons de ne jamais abandonner. Carlos, avec ses dernières forces, retient l'épée de l'ennemi. Il dit à la jeune fille qu'il veut enfin lui dire quelque chose d'important. Le prince dit à la fille qu'il l'aime et des sentiments éclatent en lui dès la première rencontre. Le capitaine des chevaliers examine attentivement le gant magique de Carlos et dit au jeune qu'il en a assez d'assister à des drames de second ordre. Carlos remercie son gant magique. L'homme pense que sans lui, il serait mort depuis longtemps. Le capitaine des chevaliers frappe d'un coup viol et coupe la main magique de Carlos. L'homme tombe au sol, éprouvant une grande douleur et criant fort. Jin se précipite vers le blessé. La jeune fille le serre dans ses bras et lui demande de tenir le coup. La moitié maléfique du personnage principal ramasse le pinceau magique coupé. Carlos demande de lui donner immédiatement l'artefact. Le capitaine des chevaliers raconte au jeune qu'il était autrefois une personne miséricordieuse, mais que maintenant tout est différent. Le capitaine frappe le prince Carlos avec son épée. Il est heureux que l'homme ait arrêté de crier de douleur et le silence tant attendu est venu. Carlos tient la main sur la blessure mortelle à la gorge. Le chef de l'escouade des dragons demande à l'homme de ne pas mourir. Carlos rassemble ses dernières forces et dit d'une voix calme à la fille qu'elle est d'une beauté irréaliste. Jindo devient hystérique, il ne comprend pas comment le capitaine des chevaliers est devenu le seigneur des démons maléfiques. La moitié maléfique du personnage principal raconte au jeune qu'en 2000 ans, il a eu le temps de repenser beaucoup de choses et qu'il considère sa décision comme la bonne. Le capitaine chevalier s'approche de Jindo et dit au gars qu'il est de bonne humeur aujourd'hui, alors il le tuera rapidement. Yongeng rassemble toutes ses forces dans un point. Il se lève et demande au capitaine de s'arrêter immédiatement. Le personnage principal dit qu'il est le dieu de la guerre, pas un seigneur démon. Yongeng informe son adversaire que son corps est physiquement plus faible, mais que son âme a choisi le bon chemin et que le côté léger de la force gagnera. Le gars active ses super pouvoirs magiques, des vortex d'énergie étincelants apparaissent autour de lui. Yongeng concentre dans ses mains une boule d'énergie d'un pouvoir magique colossal. Les guerriers de bronze qui se tiennent à proximité prononcent le nom du personnage principal et lèvent en rythme leur lance. Taoran ne peut pas contenir ses émotions, la jeune fille se met à pleurer et à remercier le destin pour le retour de son amant. Le capitaine des chevaliers estime que le moment est venu d'une attaque décisive, il compte bien se retrouver au plus vite. Yongeng considère que son objectif principal est de protéger ses amis, le gars tend la main au guerrier de bronze et lui ordonne de lui donner une arme. Le guerrier de bronze exécute immédiatement l'ordre de son commandant et lance adroitement sa lance vers le personnage principal. Le capitaine des chevaliers demande à Yongeng d'attaquer. Il comprend que le moment décisif est venu, qui décidera qui est destiné à mourir et qui vivre. Yongeng active un saut magique appelé Sky Splitting Spear et charge l'ennemi.
La moitié sombre du personnage principal attend le moment et utilise une technique magique appelée lame de foudre pour repousser l'attaque. Les adversaires se touchent, une énorme explosion d'une puissance incroyable se produit. Les champs d'énergie se dissipent, les jeunes regardent attentivement les véritables adversaires les uns en face des autres. Soudain, le corps de Young-Geng commence à trembler violemment et l'énergie vitale en sort sous forme de caillots d'énergie dense. La moitié maléfique du personnage principal regarde ce qui se passe avec joie. L'homme comprend que la force de Young-Geng est à sa limite. Young-Geng est très épuisé, le gars est incapable de se tenir debout, il pense que c'est sa fin. Taoran court en direction du personnage principal et de son double, la moitié maléfique demande à la jeune fille d'attendre un peu. Soudain, le corps de la moitié maléfique du personnage principal se met à trembler violemment, sa vitalité le quitte. Taoran court vers Young-Geng allongé sur le sol, le personnage principal demande pardon à la jeune fille pour ne pas avoir tenu sa promesse. Le gars dit qu'il est vraiment désolé et prononce la phrase sur l'amour éternel que la fille a entendue dans ses rêves. Taoran se rend compte que Young-Geng est son amant, elle pleure amèrement et demande au gars de ne pas mourir. Le chef de l'escouade des dragons se précipite vers le personnage principal. La fille crie fort, elle espère que le gars survivra. Jindo met sa main sur le visage du personnage principal, il calme la fille et lui dit que Young-Geng est vivant et vient de perdre connaissance. Des guerriers de bronze entourent Taoran et le personnage principal. Ils s'inclinent devant leur commandant et le félicitent pour son retour. Taoran est très étonné d'avoir rencontré accidentellement Young-Geng, et la dernière fois que son amant était à côté d'elle. La lumière vive émanant des yeux des guerriers de bronze commence à faiblir et les immenses statues de bronze s'effondrent en petits morceaux. Jindo évite les éclats des énormes guerriers de bronze et demande ce qui leur arrive. Taoran s'approche du corps de la moitié maléfique du personnage principal. Jin demande à la fille ce qu'elle a l'intention de faire. Taoran rapporte qu'elle ne peut pas quitter le corps de son capitaine du passé et le prend soigneusement dans ses bras. Taoran porte le corps de la moitié maléfique jusqu'au sarcophage impérial. La jeune fille espère y trouver la paix éternelle. Jin se penche sur le corps du prince Carlox. La jeune fille sait que l'homme aimait les objets anciens, alors en signe de respect, elle va l'enterrer dans la crypte impériale. Taoran place soigneusement le corps du chevalier capitaine dans le sarcophage et lui dit qu'elle veut vraiment rester avec lui. Taoran caresse doucement le visage du capitaine des chevaliers et dit qu'elle n'a pas encore terminé sa mission. Elle espère que le capitaine l'attendra. Taoran prend les anciens artefacts du capitaine des chevaliers et lui promet qu'ils se reverront bientôt. La jeune fille donne le sceptre au chef de l'escouade des dragons et lui dit que cet objet peut la guérir. Soudain, le pinceau magique dans la main de Taoran commence à bouger et la jeune fille a du mal à le tenir. La brosse magique s'échappe des mains de la fille, elle vole jusqu'à la main coupée de Jindo et retrouve le gars.